Harlow Bellamy a cuisiné toute la matinée d'une seule main, car l'autre ne pouvait plus se lever au-dessus de son épaule. De la gaze recouvrait le côté gauche de son visage, son cou et la majeure partie de son bras gauche. C'était le côté qui avait pris la chaleur quand elle était retournée dans un appartement en feu 4 mois plus tôt. Elle avait traîné Trevor Beckett dehors par le col. Lui avait toussé pendant 2 jours avant de retourner au travail. Elle avait perdu son visage, son emploi aux urgences et tous les projets qu'elle avait jamais faits. Elle a quand même mis la table pour 2, parce qu'il y avait des choses qu'elle voulait encore lui dire. Puis à midi, la porte s'est ouverte et Trevor est entré avec une femme juste derrière lui. Il ne s'est pas arrêté à la table. Il n'a pas regardé la nourriture. Il est allé directement dans la chambre. Et Harlow est restée assise, écoutant les portes du placard et le bruit d'une valise qu'un homme préparait sans se presser. Quand il est ressorti, il tenait cette valise d'une main, et son autre bras entourait la femme qui attendait près de la porte. Il a dit une seule phrase à Harlow en passant devant elle. Le genre de phrase qu'une femme n'oublie jamais de sa vie. Puis il a tiré la valise hors de l'appartement, et la porte s'est refermée derrière eux. Harlow s'est assise devant le repas qu'elle avait passé toute la matinée à préparer. Elle a pris le couteau et la fourchette, et les a serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle a pleuré sans faire de bruit, parce qu'il n'y avait plus personne dans cet appartement pour l'entendre. 40 minutes plus tard, quelqu'un a frappé. Elle a failli ne pas répondre. L'homme dans le couloir portait un pardessus noir, et il n'est pas entré, tant qu'elle ne lui a pas dit qu'il le pouvait. Dans cette ville, les gens prononçaient son nom avec précaution, ou ils ne le prononçaient pas du tout. Et il était venu la chercher. Si l'histoire d'Harlow vous a ému, laissez un j'aime et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Maintenant, revenons à l'histoire. Harlow s'est relevé de sa chaise avec sa main droite, en s'appuyant sur le bord de la table, et a marché jusqu'à la porte. L'homme dans le couloir n'a pas frappé une deuxième fois. Il se tenait exactement à un pas de la porte, les 2 mains pendantes le long du corps, ne tenant rien. Et quand elle a ouvert, il ne s'est pas approché. Puis-je entrer? Ce n'était pas le genre de question polie que les gens posent en franchissant déjà le seuil. Il a vraiment attendu. Harlow l'a regardé pendant 3 secondes, puis a reculé d'un pas et a hoché la tête. Il a franchi le seuil et a refermé la porte derrière lui d'une seule main, si doucement que le loquet a à peine fait un bruit. Ses yeux ont balayé la table de la salle à manger. 2 assiettes. Le poulet était devenu complètement froid. La graisse s'était figée en un anneau trouble sur le bord de l'assiette. Le couteau et la fourchette gisaient encore là où elle les avait laissés tomber. Il les a regardés pendant exactement 2 secondes, puis a détourné le regard, et il n'a pas dit un seul mot à ce sujet. Harlow s'était préparé à voir de la pitié dans ses yeux, ou une question pour savoir si elle allait bien. Ou pire, la façon dont les gens regardaient les couches de bandage, puis baissaient précipitamment les yeux vers le sol. Il n'a rien fait de tout cela. Il a regardé directement son visage, le côté gauche et le côté droit, comme si les 2 étaient pareils. Vous vous souvenez de moi? Je ne crois pas. Bien. Il a mis la main dans la poche intérieure de sa veste, a sorti une carte et l'a posée sur la table à côté du dîner froid. Elle était blanche, sans nom, sans logo, seulement une série de chiffres imprimés au centre. Harlow l'a fixée, et quelque chose dans sa poitrine a semblé rater un demi-battement. Elle avait déjà vu cette carte. Elle ne se souvenait pas où, mais elle l'avait vue. Vous essayez de vous souvenir, il n'a rien dit de plus. Il s'est simplement penché, a sorti le côté gauche de sa chemise de son pantalon et l'a soulevé juste assez. Sous ses côtes, en biais vers sa hanche, il y avait une cicatrice de la longueur de 3 phalanges. Elle n'était pas lisse. Les points de suture avaient été espacés de manière inégale, serrés à certains endroits et larges à d'autres. Et les bords cicatrisés de la peau étaient de travers l'un contre l'autre. Ce n'était pas le travail d'une salle d'opération. C'était quelque chose que quelqu'un avait fait dans le noir. Rapidement, avec ce qui était à portée de main. Vous avez fait ça dans la réserve du sous-sol. Harlow n'a pas bougé. Une aiguille de 300. Vous avez utilisé la mauvaise taille parce que c'était la seule qui restait dans la boîte. Elle a entendu le climatiseur dans le mur fonctionner un instant, puis s'éteindre. Elle a entendu un bus sur la rue Bridgeport crisser en freinant à l'arrêt. Puis elle s'est retournée, a marché jusqu'au petit meuble contre le mur et a ouvert le 2e tiroir.
À l'intérieur se trouvait un fouillis de choses qu'elle avait sorties de son ancien appartement après l'incendie. Des choses qui n'avaient pas complètement brûlé, des choses qu'elle n'avait pas eu la force de trier. Des reçus, un rouleau de bandage élastique, une barrette à cheveux cassés. Et tout au fond, une carte blanche unie, ses bords légèrement jaunis, avec une série de chiffres imprimés au centre. Elle l'a ramassée, est retournée à la table et l'a posée à côté de la carte qu'il venait de déposer. Les deux étaient identiques. Le même papier, la même police de caractère, la même série de chiffres. 3 ans dans un tiroir n'avaient pas rendu l'une différente de l'autre. Vous êtes l'homme du parking. Il ne l'a pas confirmé. Il ne l'a pas nié non plus. Il a laissé retomber le bas de sa chemise, l'a redressé soigneusement et s'est de nouveau tenu droit. Je m'appelle Vincenzo Vaccaro. Et ce nom de famille est tombé au milieu de la pièce comme un objet lourd. Harlow avait vécu à Chicago toute sa vie. Elle avait travaillé de nuit aux urgences pendant 4 années consécutives. L'endroit où tout ce que cette ville ne voulait pas voir était amené en ambulance à 2 heures du matin. Elle avait entendu ce nom dans les couloirs, glissé entre 2 phrases, toujours prononcé plus bas, toujours suivi d'un bref silence. Elle avait entendu un interne demander à un patient qui lui avait fait ça, et le patient avait seulement secoué la tête. Elle avait vu une infirmière expérimentée rayer une ligne dans un dossier et la réécrire différemment. Dans cette ville, il y avait des noms de famille que les gens disaient à voix haute pour se vanter. Et il y avait des noms de famille que les gens prononçaient très prudemment ou ne prononçaient pas du tout. Vous comprenez maintenant. Je comprends. Vincenzo a fait un seul signe de tête, presque imperceptible. Il n'a rien expliqué de plus. Il ne lui a pas dit ce qu'il faisait. Ne lui a pas dit quelle était sa place dans cette ville. Il n'en avait pas besoin. Ce silence en disait plus que tout ce qu'il aurait pu mettre en mots. Il ne s'est pas non plus approché d'un pas. Depuis son entrée, il était resté exactement là où il était. À une courte distance de la table, les mains le long du corps. Il ne s'est pas assis, il n'a rien touché. Et c'est ce qui a envoyé un frisson le long de la colonne vertébrale d'Harlow. Parce qu'un homme qui gardait ses distances si prudemment dans l'appartement d'une femme qui n'avait qu'un seul bras utilisable, était un homme qui savait exactement ce qu'il pouvait faire s'il le choisissait. Elle a tendu la main droite et a saisi le bord de la chaise. Pendant 4 mois, elle avait cru que cette journée ne pourrait pas être pire. Elle avait pensé avoir touché le fond au moment exact où la porte s'était fermée à midi. Mais maintenant, debout dans son propre appartement devant un dîner froid et 2 cartes blanches identiques posées côte à côte sur la table, Harlow Bellamy a réalisé quelque chose d'encore plus troublant. Elle se tenait dans la même pièce que l'homme que tout Chicago avait peur de nommer. 3 ans plus tôt, Harlow avait 24 ans et venait de terminer sa 4e garde de 12 heures de la semaine. À 2 heures du matin, le parking des employés derrière les urgences était presque vide, avec seulement les voitures de l'équipe de nuit éparpillées sous les grands lampadaires, dont 2 étaient cassées depuis l'été. Elle marchait vers sa propre voiture, une main cherchant ses clés, son esprit calculant encore combien il lui manquait pour le loyer cette semaine, quand elle a entendu quelqu'un respirer. Ce n'était pas un gémissement, juste une longue respiration, rapide et superficielle, venant de l'obscurité entre 2 rangées de voitures. Harlow s'est arrêté. Quelqu'un d'autre aurait continué à marcher. Mais 1 an de service de nuit aux urgences lui avait déjà appris à reconnaître le son d'un corps qui perd son sang. Et ses pieds se sont tournés dans cette direction avant que son esprit n'ait eu le temps de peser la décision. L'homme était assis contre le pneu arrière d'un camion, une jambe tendue, une main pressée fort contre son côté gauche. Toute une partie de sa chemise était devenue sombre, et la tache continuait de s'étendre. Il a levé les yeux vers elle. Pas de panique, pas de supplication, juste un regard fixe. Le regard de quelqu'un qui calcule si elle est une menace ou une opportunité. Harlow est tombé à genoux et a sorti son téléphone de la poche de sa blouse. J'appelle une ambulance. Il lui a attrapé le poignet. Pas fort, pas assez pour faire mal, mais assez fermement pour qu'elle ne puisse pas composer le numéro. Ne faites pas ça. Vous perdez du sang. Vous connaissez la loi dans cet État. Et elle la connaissait. En Illinois, tout hôpital qui recevait une blessure par balle était tenu d'avertir la police. Pas d'exception, pas de zone grise. Au moment où il franchirait les portes des urgences, il y aurait 2 policiers au pied de son lit en moins de 20 minutes. Il le savait, et il venait de s'assurer qu'elle savait qu'il le savait. Harlow a regardé la main autour de son poignet.
Puis elle a regardé la flaque sombre qui s'étendait sur le trottoir. Elle pouvait se lever, marcher jusqu'à sa voiture, rentrer chez elle et ne jamais mentionner cela à personne. Personne ne l'avait vue ici. Personne ne pouvait la blâmer. Elle a libéré son poignet, a remis le téléphone dans sa poche et s'est déplacée vers son côté gauche. Pouvez-vous vous tenir debout? Oui. Alors ne parlez pas. Gardez vos forces pour marcher. Elle l'a laissé s'appuyer sur son épaule droite et l'a fait entrer par l'entrée de service arrière, la porte que les brancardiers utilisaient pour sortir les chariots à ordures, la seule porte du bâtiment sans caméra pointée directement dessus. 37 pas jusqu'à la cage d'escalier, 19 marches jusqu'au sous-sol. La réserve était au bout du couloir et Harlow avait une clé, parce que c'était elle qui allait chercher les fournitures pour toute l'équipe. Elle a verrouillé la porte de l'intérieur, a sorti un tabouret et l'a fait asseoir. Puis elle s'est mise au travail. Elle a découpé sa chemise, a tassé la plaie avec de la gaze, a trouvé la source du saignement et a réalisé que c'était une blessure pénétrante qui n'avait pas atteint la cavité abdominale. La trajectoire de la balle se trouvant superficiellement dans les muscles de la paroi abdominale. Cela signifiait qu'il n'allait pas mourir dans la prochaine demi-heure. Mais cela signifiait aussi que la balle était toujours à l'intérieur. Elle a ouvert l'armoire et a sorti de la lidocaïne, des forceps, des ciseaux. La boîte de suture sur l'étagère n'avait plus qu'une seule bobine. Du 3, le type utilisé pour le fascia. Beaucoup trop épais pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle l'a pris quand même parce qu'il n'y avait rien d'autre. Ça va faire mal. Faites-le. Il n'a pas émis un son pendant les 15 minutes entières. La seule chose qui venait de lui était sa respiration. Et la façon dont ses doigts se serraient sur le bord du tabouret jusqu'à ce que le bois craque. Harlow a retiré la balle, l'a laissé tomber dans un plateau en émail, et le son du métal frappant le métal a résonné dans la pièce fermée. Elle a irrigué la plaie, l'a refermée avec des points de suture, et a compté chaque suture. 9 points espacés de manière inégale, parce que sa main avait commencé à trembler au 6e, et parce que le fil dans sa main était de la mauvaise taille. Elle savait que la cicatrice serait laide. Elle savait aussi qu'une cicatrice laide valait mieux qu'un corps dans un parking. Vers 3 heures, il a commencé à perdre et reprendre conscience à cause de la perte de sang et des médicaments. Sa tête penchait d'un côté, ses yeux à moitié ouverts, et il a dit quelque chose à voix basse, sans qu'on sache à qui il s'adressait. « Rocco, ne fais pas ça. » Harlow était en train de faire le dernier point. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne lui a pas demandé de répéter, n'a pas levé les yeux, n'a pas réfléchi à ce nom. Son temps aux urgences lui avait appris que les gens disaient toutes sortes de choses quand ils souffraient et avaient peur. Et que la plupart de ces choses n'étaient pas destinées à ses oreilles. Elle a coupé la suture, a mis de la gaze sur la plaie et s'est levée pour se laver les mains. Elle a placé une plaquette d'antibiotiques du placard à échantillons sur ses genoux, ainsi qu'une feuille de papier avec la posologie écrite en majuscules. Puis elle lui a dit qu'il avait besoin d'un vrai médecin dans un vrai établissement médical dès que possible, et qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire dans une réserve. Il a hoché la tête. Il lui a demandé son nom. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas le dire. Il n'a pas demandé une deuxième fois. Harlow est retourné à l'étage pour rendre la clé et finir de remettre ses papiers, ce qui a pris environ 40 minutes. Quand elle est redescendue, la réserve était vide. Le tabouret avait été remis exactement là où il était avant. La gaze ensanglantée avait été rassemblée dans un sac à déchets médicaux et fermé. Et sur le comptoir en acier, il y avait une carte blanche unie sans nom, sans logo, seulement une série de chiffres imprimés au centre. Harlow l'a ramassée, l'a retournée dans sa main, puis l'a glissée dans sa poche. À 4 heures du matin, elle est rentrée chez elle. Elle n'en a parlé à personne. Elle n'a pas cherché son nom en ligne, n'a pas demandé à la sécurité si les caméras avaient filmé quelque chose, n'a pas lu les nouvelles locales le lendemain matin pour voir si quelqu'un avait été abattu quelque part en ville. Elle a jeté la carte dans un tiroir avec une pile de factures et l'a oubliée en une semaine. L'homme, lui, n'a jamais oublié un seul jour. La raison pour laquelle Harlow continuait à prendre des gardes de nuit était que les nuits payaient 4 $ de plus de l'heure, et 4 $ de l'heure multiplié par 36 heures par semaine déterminait combien elle pouvait rembourser de sa dette étudiante ce mois-là. Le montant qu'elle devait quand elle a finalement obtenu son diplôme d'infirmière était de 62 800 $. Elle avait 24 ans, effectuait des paiements depuis 1 an et devait encore 58 000 $.
Les intérêts absorbaient presque tout ce qu'elle payait sur le principal chaque mois. Donc le solde diminuait comme l'eau diminue quand on écope un bateau qui fuit. Elle est sortie du système de placement familial le jour exact de ses 18 ans. Personne n'a signé de papier pour elle. Personne n'est venu la chercher, et il n'y avait personne qu'elle pouvait appeler, quand sa première année d'école d'infirmière a exigé un acompte de 4 000 $ qu'elle n'avait pas. Elle a travaillé comme serveuse pendant 3 ans pour économiser ce qu'elle pouvait, puis a emprunté le reste. C'était toute l'histoire, et Harlow ne l'avait jamais raconté à personne en plus de 3 phrases. Elle vivait dans un appartement d'une chambre à Bridgeport, 1 150 $ par mois, au 3e étage sans ascenseur. Elle l'a choisi parce qu'il était à 17 minutes en voiture de l'hôpital, et parce que le propriétaire acceptait 1 mois de caution au lieu de 2. Les jours où elle travaillait, elle mangeait à la cafétéria de l'hôpital pour ne pas avoir à acheter de nourriture. Et elle ramenait à la maison les sachets de café instantanés restant de la salle de pause du personnel. Quand la machine à laver au sous-sol de l'immeuble est tombée en panne, elle a lavé ses vêtements à la main et les a suspendus à une corde tendue dans la salle de bain pendant 4 mois consécutifs, parce que le propriétaire ne voulait pas la réparer. Harlow a rencontré Trevor Beckett un après-midi d'octobre. Alors qu'elle se tenait devant une épicerie avec un sac en papier qui s'était déchiré au fond, et ses courses roulaient sur le trottoir. C'est lui qui s'est arrêté. Il a aidé à tout ramasser, a marché avec elle pendant 3 pâtés de maison et lui a demandé son numéro de téléphone au coin de la rue. Il travaillait comme agent immobilier pour une petite agence à Bridgeport, spécialisée dans les appartements en location et les maisons anciennes du quartier. Pendant les 3 premières semaines où ils se sont connus, il a mentionné 4 ventes sur le point de se conclure. Au cours des 2 années suivantes, il en a mentionné pas moins de 40 autres. Il y en a une dont il a parlé pendant 2 mois d'affilée. Un immeuble de 6 appartements à Pilsen, avec une commission assez grande pour qu'il puisse s'envoler quelque part et passer 1 semaine de vacances. Elle ne s'est pas conclue. Il y en a eu une autre, une rangée de maisons de ville à Cicero, qui, selon lui, n'attendait que l'approbation de la banque. Celle-là non plus ne s'est pas conclue. Chaque fois qu'Harlow demandait, il avait toujours une réponse, et la réponse était toujours raisonnable. Et il y avait toujours le nom de quelqu'un d'autre attaché à la raison de l'échec. Un acheteur qui a changé d'avis, un expert trop difficile, un collègue qui s'est interposé et l'a évincé. Il a emménagé avec elle après 7 mois. Cela a commencé comme un arrangement temporaire. 3 semaines pendant qu'il cherchait un autre endroit. 3 semaines sont devenues 3 mois, puis il a complètement abandonné son ancien logement. Le bail est resté à son nom jusqu'à ce que le propriétaire refasse les papiers l'année suivante. Et Trevor lui a dit de le mettre à son nom parce que c'était son domaine. Parce qu'il savait comment parler au propriétaire. Parce qu'elle travaillait de nuit et n'avait pas le temps de s'asseoir pour signer 3 séries de documents. Harlow a accepté. C'est toujours elle qui virait le loyer le premier de chaque mois. 27 mois d'affilée. Il y a eu 3 mois où il lui en a donné une partie. Et une de ces 3 fois, il a réemprunté l'argent la semaine suivante. Elle ne tenait pas de registre. Elle pensait que tenir des registres était quelque chose que les gens faisaient une fois qu'ils avaient déjà commencé à penser à partir. Ce qui retenait Harlow, ce n'était pas les promesses. C'était les matins. Elle rentrait à la maison à 7h30, après une garde de nuit, et quelqu'un était là. Quelqu'un demandait comment s'était passée la nuit. Quelqu'un avait préparé du café. Au cours des 24 premières années de sa vie, Harlow n'était jamais entré dans une pièce en sachant avec certitude que quelqu'un l'attendait. Elle avait vécu dans 7 familles d'accueil, et dans chacune de ces maisons, elle avait été la personne qui gardait un sac bien rangé sous le lit au cas où elle devrait partir. Trevor a été la première personne à ne jamais lui dire de partir. Elle l'aimait pour ça. Et plus tard, elle n'en aurait pas honte. Parce que pour quelqu'un qui n'avait jamais eu personne qui reste, une seule personne qui reste, suffisait à lui faire échanger beaucoup de choses. Jenna Whitaker, l'infirmière qui travaillait sur le même quart qu'elle, voyait ce que Harlow ne pouvait pas voir. Une fois, Jenna lui a demandé sans détour combien il contribuait au loyer, et Harlow a répondu qu'il traversait une période difficile, que l'immobilier était comme ça. Certains mois, on ne gagnait rien, et puis un mois payait pour toute l'année. Jenna n'a pas demandé une deuxième fois. Une meilleure amie sait quand le silence est plus utile. Ce printemps-là, Trevor lui a acheté une bague de promesses, un anneau fin avec de petites pierres. Il lui a dit que ce n'était qu'un premier pas.
que lorsque l'affaire de Pilson serait conclue, il y en aurait une vraie. Harlow la portait. Elle n'avait pas besoin d'une vraie. Elle avait seulement besoin que celle-ci ne disparaisse pas. 3 semaines avant la nuit de l'incendie, Trevor a commencé à rentrer plus tard que d'habitude. Et il a commencé à vérifier son téléphone d'une manière qu'il n'avait pas avant. Harlow pensait que c'était parce qu'une autre affaire était sur le point d'échouer. Dans un sens, elle avait deviné juste. Elle s'était simplement complètement trompée sur ce qui était en train de s'effondrer, et sur qui finirait par en payer le prix. Cette nuit-là, Harlow était de repos. Son premier jour de congé en 11 jours. Elle s'est couchée à 11 heures. Trevor est rentré vers 1 heure du matin, et elle le savait parce qu'elle a entendu la clé gratter la serrure 3 fois avant que la porte ne s'ouvre enfin. Il a trébuché sur la chaise de la cuisine. Elle s'est assise, a allumé la lumière du couloir et l'a vu debout, une main appuyée contre le mur. « Combien as-tu bu ?»« Pas beaucoup. » Il ne l'a pas regardé en le disant. Il lui a dit qu'il allait dormir dans la pièce au bout du couloir, la petite pièce qu'il utilisait pour ses papiers, pour ne pas la déranger. Ce n'était pas inhabituel. Il faisait ça chaque fois qu'il rentrait dans cet état. Et Harlow s'y était tellement habituée qu'elle ne considérait plus cela comme un événement digne d'être noté. Elle a éteint la lumière du couloir, est retournée dans la chambre et s'est rendormie en 10 minutes. À 3 heures du matin, elle s'est réveillée en toussant. Il n'y avait pas d'alarme incendie. Les enquêteurs ont déterminé plus tard que la pile avait été retirée du détecteur de fumée à l'intérieur de l'appartement. Et Harlow ne se souviendrait jamais de la dernière fois qu'elle l'avait vérifié. Elle s'est redressée d'un bond dans son lit. L'air dans la pièce était épais et chaud, et il y avait une odeur qu'elle a reconnue immédiatement après 4 ans aux urgences. L'odeur de plastique brûlé. Elle a roulé hors du lit sur le sol, a rampé jusqu'à la porte et a pressé le dos de sa main contre elle. Elle n'était pas chaude. Elle l'a ouverte. Le couloir était plein de fumée. Et au fond, là où le couloir tournait vers le salon, une lumière orange vacillait au plafond. Elle a crié son nom. Trevor. Pas de réponse. Elle a crié à nouveau. Toujours rien. La fumée est descendue très rapidement, la forçant à garder le visage près du sol. Un instant l'a portée vers la porte d'entrée, parce que c'était le chemin qu'elle connaissait. 11 pas, sa main droite glissant le long du mur. Elle a réussi à atteindre le couloir commun, a descendu 3 volets d'escalier et s'est retrouvée sur le trottoir. Elle a appelé le 911. Elle a donné l'adresse, a dit 3e étage, a dit qu'il y avait encore un homme à l'intérieur. Le répartiteur a demandé si elle était en sécurité à l'extérieur et lui a dit de rester exactement où elle était, parce que les secours arrivaient. Harlow est restée où elle était. Elle y est restée exactement 30 secondes. Elle a levé les yeux vers la fenêtre du 3e étage et a attendu que Trevor apparaisse à l'entrée de l'immeuble derrière elle. Il n'est pas apparu. Les voisins commençaient à sortir en courant. Un homme du 1er étage. Une femme tenant un chat dans ses bras. Aucun d'eux n'était Trevor. Et Harlow a réalisé quelque chose de très simple. Il était ivre. Il dormait dans la pièce au bout du couloir, le point le plus éloigné de la sortie. Il ne l'avait pas entendu crier. Elle a regardé vers le bout de la rue. Pas de gyrophare de pompiers, pas de sirène. Elle ne savait pas si ce serait dans 4 minutes ou 7. Et elle savait exactement ce que la fumée pouvait faire à une personne inconsciente en si peu de temps. Elle a tendu son téléphone à la femme qui tenait le chat, et elle est retournée à l'intérieur. Quelqu'un derrière elle a crié de s'arrêter. Elle ne s'est pas arrêtée. 3 volets d'escalier. La porte de l'appartement était toujours ouverte, exactement comme elle l'avait laissée. À l'intérieur, il faisait beaucoup plus chaud qu'il y a 6 minutes. Et elle est restée au ras du sol, presque en rampant, retournant par le même couloir qu'elle venait de fuir. La section du mur à gauche près du virage avait pris feu et brûlait vers le haut le long du plafond. Elle l'a dépassé la première fois en restant près du côté droit et a atteint la pièce au bout du couloir. Trevor était allongé sur le sol à un pas du lit. Toujours entièrement habillé, il avait essayé de se lever et n'avait pas pu. Elle lui a secoué l'épaule. Elle a appelé son nom 2 fois. Il n'y a eu aucune réponse. Il pesait au moins 30 kilos de plus qu'elle. Harlow n'a pas réfléchi. Elle s'est agenouillée derrière lui, a glissé ses 2 bras sous ses aisselles, a joint ses mains sur sa poitrine et a tiré. Il a bougé d'environ 1 demi-mètre. Elle a pris une inspiration, a changé de position et a tiré à nouveau. Le sol traînait sous son corps. Elle a reculé pas à pas, les yeux fermés la plupart du temps à cause de la fumée, et elle comptait silencieusement dans sa tête
non pas pour savoir jusqu'où elle était allée, mais pour s'empêcher de s'évanouir. Quand elle a atteint le virage, elle a dû passer une deuxième fois devant le mur en feu. Cette fois, elle reculait en traînant une autre personne. Elle ne pouvait donc plus rester serrée contre le côté droit. Elle a dû passer par le milieu. Elle a tordu son corps pour que son dos protège sa tête, et tout le côté gauche de son corps a pris le feu. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle se souvenait avoir pensé à une seule chose. Que si elle lâchait maintenant, ils mourraient tous les deux là. Et donc elle n'a pas lâché. Elle a atteint la porte. Elle a atteint le couloir commun, 3 volets d'escalier, le traînant vers le bas, s'arrêtant une fois à chaque marche. Au premier étage, 2 voisins ont accouru pour l'aider. Et ensemble, ils ont porté Trevor sur la dernière distance hors du bâtiment. Harlow les a suivis sur ses propres pieds, a marché jusqu'au trottoir. Et c'est seulement là qu'elle s'est effondrée. Elle a entendu les sirènes des pompiers venant de la direction de la route principale, au moment exact où son dos a heurté le béton. On lui a dit plus tard que le camion de pompiers est arrivé exactement 1 minute et 10 secondes après qu'elle soit sortie. Trevor a repris connaissance dans l'ambulance. Il a passé 2 nuits à l'hôpital en observation pour inhalation de fumée, a toussé pendant 2 jours, puis a été libéré et est retourné au travail le lundi. Trevor a vécu parce que Harlow est retourné le chercher. Ce qu'il n'a pas dit aux enquêteurs le lendemain matin, c'est qu'il savait à l'avance que quelque chose comme ça pouvait arriver. Harlow a passé 9 jours dans l'unité des Grands Brûlés, avant que quelqu'un ne lui dise toute la vérité. Pendant ces 9 jours, on lui a donné des bribes, comme on le fait toujours avec les patients. Un peu à la fois, juste assez pour qu'elle puisse le supporter. Elle connaissait cette méthode. Elle avait été autrefois la personne qui la pratiquait sur quelqu'un d'autre. Le 10e jour, le docteur Adele Krause a tiré une chaise à côté du lit, a posé le dossier sur ses genoux et ne l'a pas ouvert. Vous êtes infirmière, 4 ans aux urgences. Alors je vais vous parler comme je parlerai à une collègue. Si vous voulez que je le dise différemment, dites-le moi. Harlow a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Krause a hoché la tête, puis a commencé. Brûlure profonde du 2e et du 3e degré, répartie sur la moitié gauche de son visage, le côté gauche de son cou, et la partie externe de son bras gauche supérieur, s'étendant jusqu'à une partie de l'avant-bras. Les zones du 3e degré ne se réépithélialiseraient pas d'elles-mêmes. Elles nécessiteraient des greffes de peau, et la greffe ne serait pas une seule procédure. Il y aurait des chirurgies de site d'honneur, des chirurgies de révision, et des intervalles de 6 mois entre certaines procédures pour permettre au tissu de se stabiliser. Krause a dit que le nombre probable de chirurgies se situait entre 4 et 7, et elle a immédiatement précisé que ce n'était qu'une estimation, que tout le monde réagissait différemment, et qu'elle ne promettrait rien sur le résultat final parce qu'elle n'en avait pas le droit. Harlow a tout écouté. Elle a hoché la tête là où elle était censée le faire. Puis elle a posé la question qu'elle portait dans sa poitrine depuis 9 jours. Combien de temps avant que je puisse reprendre une garde? Krause est restée silencieuse pendant environ 3 secondes. Ce furent les 3 secondes les plus longues de la vie d'Harlow. C'est la partie que je dois expliquer soigneusement. Elle a ouvert le dossier, l'a tourné vers Harlow et a pointé 2 lignes. Le problème n'était pas son visage. Le problème était son aisselle et son avant-bras gauche. La brûlure traversait le pli axillaire et la surface fléchisseuse du coude. Et quand le tissu cicatriciel de brûlure guérit, il se contracte, tirant les 2 extrémités l'une vers l'autre et fixant une articulation dans la position que la cicatrice préfère, plutôt que la position dont le corps a besoin. Il y avait la kinésithérapie, il y avait des attelles de positionnement, il y avait des chirurgies pour libérer les contractures. Toutes ces choses pouvaient ralentir le processus, et aucune d'entre elles ne pouvait restaurer complètement son ancienne amplitude de mouvement. Donnez-moi un chiffre. Je m'attends à ce que vous puissiez récupérer environ 60 à 70% de l'amplitude de mouvement de votre épaule gauche. Si vous travaillez sérieusement en thérapie pendant 2 ans, l'avant-bras devrait mieux se porter, mais vous ne pourrez pas soulever d'objets lourds au-dessus de votre tête avec votre bras gauche. Et vous ne pourrez pas maintenir une force constante avec l'épaule en abduction au-delà de 45 degrés. Harlow a regardé le plafond. Elle n'avait pas besoin que Krause explique davantage. Elle savait exactement ce que cela signifiait, parce qu'elle avait fait ce travail chaque nuit pendant 4 ans. Le métier d'infirmière aux urgences est une profession à 2 bras. C'est rouler un homme de près de 90 kilos sur le côté, en position de sécurité. C'est transférer un patient d'un brancard
à un lit avec une alaise de glissement, 3 personnes ensemble, comptant 1, 2, 3. C'est effectuer des compressions thoraciques pendant 15 minutes d'affilée sans que la force ne faiblisse. C'est maintenir une main qui se débat pendant que quelqu'un d'autre pose une perfusion intraveineuse. C'est atteindre une étagère haute pour un sac de soluté alors que vos pieds sont encore en mouvement. Personne aux urgences ne travaille avec un seul bras. Non pas parce que quelqu'un l'interdit, mais parce que le patient en paierait le prix. Il lui avait fallu 11 ans pour passer d'une jeune fille de 18 ans sortant du système de placement familial avec un sac dans les bras, au badge d'employé accroché à sa poitrine. Ce médecin avait mis 4 minutes pour lui dire que c'était fini. Y a-t-il autre chose que je puisse faire en soins infirmiers? Oui, beaucoup de choses. Mais je ne vais pas m'asseoir ici et vous lister ces choses aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous n'en entendrez pas un mot. Krauss a fermé le dossier et s'est levée. Elle n'a pas dit à Harlow que tout irait bien. Elle ne lui a pas dit qu'elle était jeune. Elle a seulement dit qu'elle reviendrait jeudi, et que si Harlow avait des questions, elle devrait les noter. Parce que les patients oubliaient toujours la plus importante quand le médecin était devant eux. Margot Kessler, l'infirmière en chef du service des urgences, est venue la voir 2 jours plus tard avec une pile de papier. Elle avait déjà ouvert un dossier de congé maladie de longue durée. Demander des prestations d'invalidité temporaire par le biais de l'assurance de l'hôpital et maintenu le poste d'Harlow en attente au lieu de le supprimer. Elle a été tout aussi directe pour le reste. La prestation couvrirait 60% du salaire d'Harlow pour un maximum de 26 semaines. L'assurance maladie de l'hôpital couvrirait la plupart des traitements aigus, mais certaines des procédures de reconstruction plus tard seraient classées dans des catégories esthétiques. Et c'est parti, Harlow devrait les payer elle-même. Margot ne s'est pas excusée pour les chiffres. Elle a simplement posé les papiers sur la table de chevet et a dit qu'elle garderait le poste d'Harlow aussi longtemps que possible. Cette nuit-là, Trevor est venu après les heures de visite. Il est resté au pied du lit pendant un long moment sans s'approcher. Puis il s'est assis, a pris sa main droite et a pleuré. Il a vraiment pleuré, du genre qui secouait ses épaules et l'empêchait de finir une phrase complète pendant les 2 premières minutes. Il lui a dit qu'il ne méritait pas qu'elle soit retournée le chercher. Il lui a dit qu'il était allongé sur le sol et n'avait rien su de ce qui se passait. Puis il a dit la phrase dont Harlow se souviendrait pendant les 4 mois suivants. « Je serai là à chaque rendez-vous, chaque chirurgie, peu importe le temps que ça prendra. » Harlow l'a cru. Elle l'a cru parce qu'elle avait passé 24 ans à chercher une personne qui ne partirait pas. Et parce qu'à ce moment-là, l'homme qui pleurait à côté de son lit d'hôpital ressemblait exactement à ce qu'elle cherchait. Trevor a tenu sa promesse pendant exactement 1 mois. Et pendant ce mois, il l'a très bien tenu. Il a loué un autre appartement à Bridgeport, à 6 pâtés de maison de l'ancien. Elle a emménagé avant la sortie d'Harlow pour qu'elle ait un endroit où rentrer. Il l'a conduite à ses 4 rendez-vous de suivi. Il a appris à retirer les pansements dans l'ordre exact que l'infirmière lui avait enseigné. Comment appliquer le médicament sans frotter? Comment tout envelopper à nouveau sans trop serrer? Il a réglé les alarmes de médicaments sur son propre téléphone au lieu du sien. Pendant les 3 premières semaines, il y avait du café qui l'attendait chaque matin. Puis, la 5e semaine, il y a eu un après-midi où il s'est assis dans la salle d'attente de la chirurgie plastique, fixant son téléphone pendant 20 minutes d'affilée. Quand elle est sortie, il a dû lever les yeux 2 fois avant de la remarquer. C'était la première fois qu'Harlow pensait qu'il était occupé par le travail. La 6e semaine, elle s'est assise à la table de la salle à manger. Et le pansement à son cou s'est légèrement déplacé, exposant une parcelle de peau qui commençait à se reformer. Trevor a détourné le regard. Il n'a pas tressailli, n'a pas grimacé. Il a simplement tourné la tête vers la fenêtre et l'a gardée là jusqu'à ce qu'elle ajuste la gaze. Il n'a rien dit. Elle non plus. Elle s'est dit qu'il se sentait coupable parce qu'elle ressemblait à ça à cause de lui. La 8e semaine, il a commencé à dormir dans la petite pièce. La raison était son horaire matinal. Le bureau travaillait sur un nouveau projet. Il devait y être à 6 heures, et il ne voulait pas que son réveil la réveille, alors qu'elle avait besoin de sommeil pour guérir. C'était si logique, Carlo l'a même remercié. 3 semaines plus tard, elle a réalisé qu'il dormait toujours dans la petite pièce le samedi soir, alors qu'aucun bureau n'ouvrait à 6 heures le lendemain matin. Elle n'a pas posé de questions. À peu près à la même époque, son téléphone a commencé à apparaître face contre table. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait une fois. C'est devenu une habitude, constante et automatique.
Chaque fois qu'il posait le téléphone sur une surface dans l'appartement, quand un appel arrivait, il le prenait, sortait dans le couloir commun et répondait seulement à ce moment-là. Chaque fois Carlo demandait qui avait appelé, la réponse était toujours un client. Puis sont venus les voyages. Au début, c'était une nuit d'absence, pour rencontrer un client de l'extérieur, un propriétaire terrien dans l'ouest de l'Illinois. Puis ce fut 2 nuits, puis 3. Il lui en parlait environ 2 heures à l'avance, parfois moins. Harlow était celle qui restait seule à la maison, avec des pansements à changer 2 fois par jour, et un bras qu'elle ne pouvait lever qu'à hauteur de poitrine. Et elle a appris à tout faire de la main droite, parce qu'elle ne voulait pas qu'il ait à annuler son travail. Le 3e mois, l'avocat de l'ancien immeuble a appelé. Le propriétaire de l'immeuble avait accepté de régler la demande de responsabilité civile pour 240 000 $. Les enquêteurs avaient conclu que le système d'alarme incendie et le câblage électrique dans cette section de l'immeuble n'étaient pas conformes aux normes. Et l'assureur responsabilité du propriétaire a choisi de régler plutôt que d'aller au tribunal. La personne désignée pour recevoir le règlement était le locataire qui avait signé le bail. Le bail était au nom de Trevor Beckett. Il a dit à Harlow que l'argent était pour ses frais médicaux, tous. Et qu'elle n'avait plus à s'inquiéter de rien. Elle l'a cru. Elle n'avait aucune raison de ne pas le faire. Parce qu'elle n'avait jamais eu à le surveiller pour l'argent. Parce que pendant 27 mois d'affilée, c'est elle qui avait viré le loyer. 6 semaines plus tard, elle a reçu le premier avis de retard de l'hôpital. Elle a supposé que c'était une erreur administrative, le genre de choses qui arrivent tout le temps dans le système de santé américain. Elle l'a mis dans un tiroir. Un samedi après-midi, pendant cette même période, Trevor assistait à l'inauguration d'un nouveau complexe d'appartements dans le South Loop. Debout à l'intérieur d'un appartement témoin au 9e étage, Sienna Marsh avait 24 ans et travaillait dans la communication pour la société de développement. Et ce jour-là, c'était la première fois qu'elle se rendait sur le site à la place d'un collègue malade. Trevor l'a aidé à répondre à la question d'un acheteur sur les frais de gestion qu'elle n'avait pas encore appris. Avant de lui serrer la main, il a retiré la bague de promesse de son annulaire et l'a mise dans la poche de son pantalon. Quand Sienna a demandé s'il avait une famille, il a dit non. Il lui a dit qu'il vivait seul, que dernièrement il avait été un peu occupé, parce qu'il aidait un ancien colocataire qui avait eu un accident, un incendie, quelque chose d'assez tragique, et elle n'avait pas de famille proche, alors il était intervenu pour aider à s'occuper des choses. Sienna se souvenait avoir pensé qu'il était un homme bon. Elle n'avait aucun moyen de savoir que la femme dont il parlait était la femme qui l'avait sorti de cet incendie. Il lui faudrait près d'1 an pour le découvrir. Jenna Whitaker est venue lui rendre visite un soir le mois suivant. Elle a apporté de la nourriture et resté 3 heures. Et pendant ces 3 heures, le téléphone d'Harlow n'a pas sonné une seule fois. Où est-il? Il rencontre un client à Rockford. Il était parti la dernière fois que je suis venu aussi. C'est l'immobilier, Jenna. Certains mois, il n'y a rien. Jenna a posé le plat sur la table et l'a regardé. Être occupé n'explique pas pourquoi tu es toujours seul ici. Harlow a répondu trop vite, plus vite que nécessaire. Elle a dit qu'il avait été là pour elle pendant tout le 1er mois, qu'il avait appris à changer les pansements, qu'il avait pris des congés pour la conduire au rendez-vous. Elle a dit qu'il assumait tout le loyer et toutes les factures médicales alors qu'elle ne gagnait pas un seul dollar. Elle a dit que c'était elle qui lui devait quelque chose, pas l'inverse. Jenna n'a pas discuté. Elle est simplement restée assez longtemps pour faire la vaisselle, puis est rentrée chez elle. 3 semaines plus tard, Trevor lui a dit qu'il rentrerait déjeuner le vendredi. La première fois en plus de 2 mois. Ce vendredi matin-là, Harlow s'est levé à 7 heures, est allé à l'épicerie du coin et a commencé à cuisiner. Vincenzo est resté exactement là où il se tenait. Harlow a relâché sa prise sur le bord de la chaise et a posé la seule question qui restait. « Que faites-vous ici? » « Je suis ici pour vous offrir un travail. » Pendant un instant, elle a cru avoir mal entendu. Il a continué lentement, une partie à la fois. Comme un homme lisant les termes d'un accord plutôt que d'essayer de la persuader. Il avait besoin d'une infirmière privée, pas d'un médecin, pas d'un chirurgien. Il avait besoin de quelqu'un qui puisse gérer les choses que les gens autour de lui ne pouvaient pas emmener aux urgences. Parce qu'au moment où il le ferait, il y aurait des policiers au pied du lit en moins de 20 minutes. Et parce que certaines blessures ne pouvaient être expliquées par aucune histoire. Nettoyer les plaies, débrider les tissus morts, suturer la peau, poser des perfusions intraveineuses. Administrer des antibiotiques, surveiller les signes d'infection,
lire les résultats et savoir quand quelqu'un devait vraiment être transféré ailleurs. C'est un travail pour une paire de mains habiles, pas pour une paire de mains fortes. Vous n'avez pas besoin de soulever qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de courir. Harlow n'a rien dit. Elle a compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Elle avait entendu le Dr. Krauss lui dire qu'elle ne pourrait plus jamais tenir son épaule gauche au-delà de 45 degrés avec une force constante. Et elle avait compris que cela signifiait que le métier d'infirmière aux urgences était terminé. Mais suturer une lacération pouvait se faire depuis presque n'importe quelle position. Poser une perfusion intraveineuse ne nécessitait qu'une main qui ne tremble pas. Cet homme avait étudié ses limitations très attentivement avant de franchir son seuil. Et il lui offrait exactement la partie du travail que ses limitations ne pouvaient pas toucher. Contrat de 12 mois. Vous vivez sur ma propriété à Kenilworth, dans une section privée avec votre propre entrée. Vous n'êtes impliqué dans rien en dehors de vos fonctions médicales. Et qu'est-ce que j'y gagne? Toutes les dépenses pour la chirurgie reconstructrice et la rééducation. Peu importe le nombre de procédures, peu importe le temps que cela prendra. Avec le médecin que vous choisirez, pas un que je choisirai. En plus de cela, votre dette étudiante payée en totalité, d'un seul coup, avant que vous ne signiez. 58 000 $. Harlow a entendu le chiffre résonner dans sa tête comme un son physique. Elle avait passé 3 ans à le faire descendre de 62 000 à 58. Et cet homme venait d'en parler comme si c'était une dépense ordinaire de la semaine. Pourquoi? 2 raisons. Il a fait une pause, puis lui a donné les deux. Je vous dois la vie, et j'ai besoin de vous. Les deux sont vrais, et je ne vais pas prétendre qu'il n'y en a qu'une. C'était la première chose que quelqu'un avait dite de toute la journée, qui a fait lever la tête à Harlow et le regarder droit dans les yeux. Elle avait passé 4 mois entourée de gens lui disant des choses faciles à entendre. Trevor lui avait dit que l'argent de l'assurance était destiné à payer ses factures médicales. Trevor lui avait dit qu'il dormait dans la petite pièce à cause de ses gardes matinales. L'homme debout devant elle venait de lui tendre la partie la plus laide de son offre de ses propres mains, sans l'envelopper dans quoi que ce soit. « Ça fait 3 ans, a-t-elle dit. Pourquoi ne venez-vous que maintenant? Parce que si j'étais venu plus tôt, vous seriez morte. » Il n'a rien dit d'autre pendant 3 secondes, puis lui a donné le reste. Quelqu'un avait voulu sa mort cette nuit-là. Cette personne croyait que le travail avait été terminé. Si Vincenzo était apparu près d'Harlow, s'il lui avait envoyé de l'argent, s'il avait posté quelqu'un devant son immeuble, alors en une semaine, quelqu'un aurait réalisé qu'il y avait eu une infirmière qui avait vu son visage la nuit où il était censé avoir été laissé pour mort dans ce parking. Quiconque avait vu son visage cette nuit-là serait devenu quelque chose à nettoyer. La seule façon de vous protéger était de rester aussi loin de vous que possible. Alors je suis resté à l'écart. Harlow a secoué la tête, pas en signe de refus. Son esprit ne pouvait tout simplement pas traiter l'information assez vite. Elle a baissé les yeux sur les 2 cartes posées côte à côte sur la table. Elle a regardé le dîner froid puis est revenu à lui. Vous pensez que parce que je vous ai mis 9 points de suture dans une réserve, je vais emménager chez vous? Non. Alors nous avons terminé. Vous pensez que je suis désespéré, n'est-ce pas? Vous pensez que vous êtes venu ici le jour exact où j'ai touché le fond? Alors je dirai oui à tout ce que vous me présenterez. Il n'a pas discuté. Il ne lui a pas dit qu'elle avait mal compris. Ne s'est pas expliqué. N'a pas répété le chiffre 58 000. N'a pas souligné qu'il y avait 2 assiettes sur la table et une seule personne assise. Il a simplement tendu la main et a poussé sa carte d'une phalange de plus vers le centre de la table, la laissant à côté de l'ancienne. Alors gardez le numéro. Que vous appeliez ou non, le contrat reste ouvert jusqu'à ce que vous me disiez non une 2e fois. Il s'est retourné et a marché vers la porte. 3 pas, puis il s'est arrêté, une main sur la poignée, et a parlé sans se retourner. Une dernière chose. Harlow a attendu. L'incendie dans votre appartement n'a pas été causé par un court-circuit électrique. La porte s'est fermée pour la 2e fois ce jour-là. Et cette fois, Harlow est resté figé au milieu de la pièce, sa main droite reposant toujours sur le bord de la chaise, écoutant ses pas descendre les escaliers, s'estomper et finalement disparaître. Elle ne l'a pas suivi. Elle n'a pas ouvert la porte. Elle est restée là pendant très longtemps, et il n'y avait qu'une seule question dans sa tête, une qu'elle n'osait pas poser à voix haute. Si ce n'était pas un court-circuit électrique, alors pourquoi, depuis 4 mois, la seule personne qui n'avait jamais mentionné la cause était Trevor?
La première lettre est arrivée le lendemain matin, glissée dans la fente de la porte. L'enveloppe portant le logo de la société de gestion immobilière. Harlow l'a ouverte là, dans le couloir. Le message faisait 4 lignes et était écrit en anglais. Personne ne pouvait se méprendre. Les locataires avaient soumis un préavis de résiliation du bail, effectif 30 jours à compter de la date de signature, et la date de signature était avant-hier. Le propriétaire reconnaissait que l'occupante actuelle n'était pas la locataire contractante et demandait que l'appartement soit rendu avant la date limite. Elle l'a lu 2 fois. Trevor n'avait pas simplement fait ses valises et était parti. Il s'était assis et avait signé un papier avant de rentrer pour se déjeuner. Elle a appelé le bureau de gestion. La femme à l'autre bout du fil était très polie, a vérifié le dossier, puis a confirmé que le seul nom sur le bail était Trevor Beckett, que la caution était également enregistrée comme ayant été payée par lui, et que si Harlow voulait signer un nouveau bail à son nom, elle devrait prouver un revenu mensuel égal à 3 fois le loyer, 3 fois 1 150 $, soit 3 450 $ par mois. Harlow a dit merci et a raccroché. Sa prestation d'invalidité temporaire était de 960 $ toutes les 2 semaines, et il lui restait 9 semaines. Cet après-midi-là, la deuxième lettre est arrivée. Elle ne venait pas de l'hôpital. Elle venait d'une société de recouvrement de dettes à Schaumburg, le solde médical de 31 200 $. La partie que l'assurance n'avait pas couverte pour son traitement aigu et 2 visites de suivi chez des spécialistes, était en retard de 120 jours et leur avait été transférée. La lettre indiquait que le débiteur avait le droit de contester la dette dans les 30 jours. En dessous, une ligne plus petite disait que le transfert avait été signalé aux agences de crédit. Harlow s'est assise sur le sol de la cuisine avec les 2 lettres sur ses genoux. 240 000 $. Il l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit que cet argent était pour ses factures d'hôpital, toutes, et qu'elle n'avait plus à s'inquiéter de rien. Pas 1 centime n'avait touché la facture qu'elle tenait. Le lendemain matin, elle a appelé le service des ressources humaines de l'hôpital pour se renseigner sur le renouvellement de sa couverture de responsabilité professionnelle. On lui a dit que la couverture pour faute professionnelle était liée au statut d'emploi à temps plein, que son dossier avait été déplacé en congé prolongé sans solde à partir de la 27e semaine, et que la couverture avait expiré à la fin du mois précédent. Pour la rétablir, elle avait besoin d'un nouveau contrat de travail. Pour obtenir un nouveau contrat de travail, elle avait besoin d'une autorisation médicale pour travailler. Pour obtenir une autorisation médicale, elle devait passer une évaluation de l'amplitude de mouvement. Harlow a posé le téléphone sur la table. Elle a compris exactement où le cercle se fermait, et elle a compris qu'il n'y avait pas de porte dans ce cercle pour quelqu'un qui ne pouvait pas lever son épaule gauche au-delà de 45 degrés. À 3 heures cet après-midi-là, quelqu'un a frappé à la porte. L'homme à l'extérieur avait l'air d'avoir la cinquantaine, portait un manteau de laine et un porte-documents fin. Il n'a pas mis son pied dans l'embrasure de la porte, ni posé une main contre le cadre. Quand elle a ouvert la porte, il a reculé d'un demi-pas pour qu'elle puisse voir clairement ses 2 mains. « Mademoiselle Bellamy, je m'appelle Callum Ruane. Je suis ici concernant le prêt de votre petit ami. Ce n'est plus mon petit ami. Je l'ai appris. J'en suis vraiment désolé. » Il l'a dit comme s'il le pensait vraiment. C'est ce qui a glacé Harlow. Rien d'autre. Ruane a demandé si elle accepterait qu'il lui montre quelques documents. Et il a attendu qu'elle hoche la tête avant d'ouvrir le porte-documents. Il n'est pas entré. Il est resté dans le couloir, tournant chaque page et l'inclinant vers elle pour qu'elle puisse voir. Un prêt de 180 000 $, déboursé 2 ans plus tôt, en 3 versements. Le taux d'intérêt était écrit en un chiffre qui a obligé Harlow à le lire 2 fois. Le calendrier de remboursement s'était arrêté au 14e mois, puis il a tourné à la dernière page. Sur la ligne de droite se trouvait la signature de Trevor Beckett, le trait familier, le T long et étiré. À gauche, sous le mot co-signataire, se trouvait le nom Harlow Bellamy et une signature qui ressemblait à la sienne. Elle l'a fixé pendant un long moment. « Je n'ai jamais signé ça. Je vous crois, » a dit Ruane, « mais je ne suis pas la personne que vous devez convaincre. La personne que vous devez convaincre est un juge, et cela coûte de l'argent. Et vous devrez prouver que cette signature est un faux, alors que la seule personne qui sait avec certitude que c'est un faux ne veut pas vous parler. » Il a remis les papiers dans le porte-documents, a fermé le fermoir et lui a tendu une carte de visite.
portant le nom d'une société de financement qui semblait parfaitement respectable. Il lui a dit qu'il n'était pas venu pour la déranger, qu'il comprenait qu'elle traversait une période difficile, et qu'il reviendrait la semaine suivante pour que les deux parties puissent discuter d'un arrangement. Il lui a souhaité un prompt rétablissement. Puis il a descendu les escaliers sans se presser, et elle a écouté le bruit de ses chaussures sur chaque marche. Harlow a fermé la porte. Elle s'est tenue le dos contre elle et a regardé l'appartement qu'elle devrait rendre dans 30 jours. Elle a tout recompté dans sa tête. Non pas parce qu'elle avait besoin de compter, mais parce qu'elle avait besoin de donner à son esprit quelque chose à faire. 30 jours. 31 200 $ déjà, entre les mains d'une société de recouvrement. 180 000 $ portant son nom sur un document qu'elle n'avait jamais touché avec un stylo. Pas de couverture de responsabilité professionnelle, pas d'autorisation médicale pour travailler, pas de contrat de travail. Personne dans sa vie a appelé, sauf une amie qui partageait déjà un logement avec 2 autres personnes. Elle a marché jusqu'à la table de la salle à manger. Les 2 cartes étaient toujours là, côte à côte, exactement où elles étaient depuis avant-hier. Harlow a pris le téléphone avec sa main droite et a composé le numéro. Le contrat a été livré à l'appartement le lundi matin par un avocat. 11 pages reliées ensemble. Harlow a lu chaque mot en 2h30. Clause 1. Étendue des travaux. Listait exactement ce que Vincenzo lui avait dit à la table ce jour-là et n'ajoutait pas une seule ligne. Clause 4. Durée de 12 mois. Clause 6. Frais médicaux. Stipulait clairement que la partie A les couvrirait sans limite sur le nombre de procédures et que l'établissement de traitement serait choisi par la partie B. Clause 7. La dette étudiante de 58 000 $ serait payée en totalité en une seule fois, avant que la partie B ne commence à travailler, et une copie du reçu de paiement serait fournie à la partie B. Il n'y avait aucune clause disant qu'elle ne pouvait parler à personne. Il n'y avait aucune clause disant qu'elle devait rester. Harlow s'était préparée à trouver le piège, et quand elle n'en a pas trouvé, cela l'a seulement incitée à lire plus attentivement. Quand elle a atteint la dernière page, elle a pris un stylo et a ajouté une ligne à la main sous sa signature. « Je suis votre infirmière, pas votre propriété. J'ai le droit de résilier ce contrat à tout moment, sans motif, sans préavis, et sans aucune obligation de rembourser les frais médicaux déjà engagés. » Elle l'a rendu à l'avocat et lui a dit que si cette ligne était barrée, elle ne signerait pas. L'avocat l'a lu, a hésité, puis a passé un appel téléphonique. Il a parlé pendant environ 40 secondes, passant la plupart de ce temps à écouter en silence. Puis il a raccroché, a reposé le contrat sur la table et a dit que M. Vicaro voulait que la phrase manuscrite soit convertie en clause 12. Dactylographiée et réimprimée pour qu'elle ait pleine force de loi, plutôt que d'exister comme une note en marge. La copie révisée est arrivée l'après-midi suivant. Vincenzo avait signé la dernière page et rien n'avait été modifié. Gabriel Story est venu la chercher le jeudi matin. Il avait l'air d'avoir un peu plus de 30 ans, parlait très peu, et la première chose qu'il a faite en la voyant porter un sac de la main droite a été de lui demander si elle voulait qu'il le prenne au lieu de simplement le lui arracher. Harlow a dit oui, et il a hoché la tête, puis a marché devant pour ouvrir la portière de la voiture. Pendant les 40 minutes de route vers le nord, il n'a dit que 3 phrases. Une sur la circulation et 2 pour donner des indications une fois qu'ils sont entrés sur la propriété. La maison à Kenilworth était une résidence en pierre de taille de 3 étages au bout d'une route bordée d'arbres. Assez discrète pour que de la rue, on ne voit que le mur d'enceinte. Gabriel l'a conduite à l'aile et privée au rez-de-chaussée avec sa propre entrée. Une chambre et une salle de travail, déjà équipées d'une armoire à médicaments, d'un réfrigérateur médical et d'une table d'intervention. Il lui a dit que la pièce avait été équipée selon la demande et que s'il manquait quelque chose, elle devait l'écrire et ce serait là dans les 2 jours. Puis il l'a laissée seule. Harlow a ouvert les armoires, a fait l'inventaire et a commencé à faire une liste. Elle y a travaillé pendant 3 heures. Et pendant ces 3 heures, elle n'a pensé à rien d'autre, ce qui était exactement la raison pour laquelle elle le faisait. Cet après-midi-là, elle a rencontré Rosaline Vaccaro. La femme avait 64 ans et se tenait au fond du couloir principal, et elle n'a attendu personne pour les présenter. « Vous êtes l'infirmière ?»« Oui. »« Approchez. Laissez-moi vous regarder. » Harlow s'est avancé. Rosalind l'a étudié longuement, directement, sans éviter le côté gauche de son visage.
Et il n'y avait aucune trace de pitié dans ce regard, quelque chose dont Harlow se souviendrait plus tard. Mon fils a l'habitude de ramener à la maison des choses envers lesquelles il croit avoir une dette, a-t-elle dit. D'habitude, il ramène des chiens. Cette fois, il a ramené une infirmière balafrée. Harlow n'a pas répondu. Vous comprenez votre place ici, n'est-ce pas? Vous n'appartenez pas à cette maison. Vous n'appartenez pas au dîner auquel nous devons assister. Vous n'appartenez pas aux photos que les gens prendront à ces dîners. Et dans le métier de cette famille, ces photos comptent bien plus que vous ne le pensez. Je ne suis pas ici pour me faire prendre en photo. Vous serez ici assez longtemps pour comprendre pourquoi je vous dis ça. Rosalind a reculé d'un demi-pas, et pas une seule fois pendant toute la conversation, sa voix ne s'est élevée. Je ne vous déteste pas. Je ne veux simplement pas que mon fils ramène une dette dans cette maison en l'appelant gentillesse. Les gens remboursent les dettes avec de l'argent. Quand ils les remboursent d'une autre manière, ça coûte toujours plus cher. Harlow est resté là encore 2 secondes. Elle avait déjà 3 réponses en tête, et toutes les 3 étaient vraies, et elle les a toutes ravalées. Elle avait vécu dans 7 foyers d'accueil, et la première chose qu'elle avait apprise dans le deuxième était que se disputer avec la personne qui tenait la porte n'avait jamais bien fini pour la personne qui ne la tenait pas. Elle a fait un seul signe de tête. « Oui, madame ». Puis elle s'est détournée et retournée à l'aile est et a terminé sa liste de fournitures. Cette nuit-là, elle a ouvert son ordinateur portable, a cherché un modèle de rapport de passation et a créé son propre journal de bord. Elle a fait des colonnes pour la date, l'heure, la procédure, la personne, le médicament et la réaction. Elle l'a fait non pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce que 4 ans aux urgences lui avaient appris que lorsque les choses tournaient mal, la seule chose qui protégeait une infirmière était ce qu'elle avait écrit. Elle ne savait pas que ce journal de bord lui sauverait la vie. Elle ne savait pas non plus que 3 ans plus tôt, elle en avait déjà fait un exactement pareil. Le premier patient d'Harlow dans cette maison fut l'homme même qui l'avait engagé. Vincenzo est venu à la salle de travail le vendredi soir, s'est assis sur la chaise et a enlevé sa chemise sans attendre qu'elle le lui demande. La vieille cicatrice le long de son côté gauche était toujours exactement là où elle avait toujours été, et à environ 2 phalanges derrière, plus près de la colonne vertébrale. La peau était devenue rouge et enflée sur une zone de la taille d'une pièce de monnaie. Harlow a appuyé légèrement 2 fois, puis a demandé depuis combien de temps il avait de la fièvre le soir. 3 semaines. 3 semaines. Elle a répété le chiffre sans ajouter de commentaire. Elle a pris sa température, a examiné les images qu'il lui a remises, et a trouvé exactement ce à quoi elle s'attendait. Un petit fragment de métal, pas la balle qu'elle avait retirée 3 ans plus tôt, mais un morceau qui s'était détaché en heurtant l'os, était logé près de la gaine musculaire à côté de sa colonne vertébrale. Il était là depuis 3 ans sans causer de problème. Puis il avait commencé à causer des problèmes. « Ce n'est pas mon travail », a-t-elle dit. « C'est trop près de votre colonne vertébrale. Vous avez besoin d'une salle d'opération et d'un chirurgien. C'est en cours d'organisation. Alors, pendant que c'est en cours d'organisation, je ferai ma part. » Et elle a fait sa part. Elle a incisé et drainé l'abcès superficiel de la peau au-dessus, a envoyé le liquide pour culture, a commencé des antibiotiques à large spectre selon le protocole, puis les a ajustés lorsque les résultats de la culture sont revenus 3 jours plus tard. Elle a changé le pansement 2 fois par jour, a vérifié sa température 4 fois et a tout noté dans le journal de bord. Pendant les 4 premiers jours, elle a noté 3 fois distinctes que si sa température n'avait pas baissé au 5e jour, le transfert serait obligatoire. Au 4e jour, la fièvre est tombée. Vincenzo ne l'a pas remercié. Il a simplement demandé ce dont elle avait besoin d'autre pour l'armoire à médicaments. Et quand elle lui a donné la liste, tout ce qui y figurait était là en 48 heures. Cette maison avait son propre rythme et Harlow l'a appris rapidement. Parce qu'elle avait l'habitude de travailler dans des endroits qui avaient leur propre rythme. La grande salle à manger de l'aile ouest était généralement éclairée à partir de 9 heures du soir environ. Des voitures passaient par le portail arrière. Des hommes arrivaient par groupes de 2 ou 3, et personne ne parlait fort. Certains soirs, les portes de cette pièce restaient fermées pendant 4 heures d'affilée. D'autres soirs, elles s'ouvraient après 40 minutes, et tout le monde retournait directement à sa voiture. Harlow n'était jamais dans ce couloir pendant ces heures. Personne ne lui a dit de rester à l'écart. Elle est restée à l'écart d'elle-même, parce qu'elle comprenait que dans certains endroits, ne pas voir quelque chose était ce qui gardait une personne en sécurité.
Mais il y avait des nuits où quelqu'un frappait à la porte de sa salle de travail. Le premier est venu pendant sa 2e semaine. Un homme d'environ 40 ans avec une serviette enroulée autour de la main, debout à l'extérieur sans donner son nom. Harlow a ouvert la porte, a montré la chaise et s'est mis au travail. Une lacération profonde sur le dos de la main, des bords nets. Elle l'a irrigué, a injecté un anesthésique local, l'a refermé avec 7 points de suture. Lui a fait un vaccin antitétanique et lui a dit quand revenir pour le retrait des sutures. Pendant ces 25 minutes, elle lui a posé exactement 4 questions. Des allergies médicamenteuses. Quand avez-vous eu votre dernier vaccin antitétanique? Prenez-vous des anticoagulants? Avez-vous un engourdissement au bout des doigts? Elle n'a pas posé de 5e question. L'homme l'a regardé un long moment, pendant qu'elle coupait l'excès de suture, puis a dit merci et est parti. Après cela, un 2e homme est venu, un 3e, un 5e. Il y a eu un jeune homme d'environ 25 ans qui est arrivé avec une brûlure à l'huile sur l'avant-bras. Ses mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait pas tenir un verre d'eau. Et Harlow s'est assise à côté de lui et a attendu 10 minutes que les tremblements cessent avant de commencer. Il y a eu un autre homme qui est venu à 2 heures du matin avec une blessure qu'il avait essayé de refermer lui-même avec de la colle, maintenant infectée, et elle a dû rouvrir le tout. Elle lui a dit de ne plus faire ça, et c'est la seule chose de reproche qu'elle ait dite à quiconque pendant ses 3 premiers mois là-bas. Ses règles étaient simples et elle ne les a jamais annoncées à personne. Elle soignait quiconque saignait. Elle ne demandait pas pourquoi il saignait. Elle notait ce qu'elle faisait, pas ce qu'elle soupçonnait. Et si un cas dépassait ses compétences, elle le disait clairement dès la première minute. Peu importe qui se tenait devant elle. Gabriel Story a été le premier à le remarquer. Il a commencé par se tenir devant la porte les nuits où quelqu'un arrivait tard. Ne disant rien, simplement debout là. Puis il a commencé à apporter du café. Puis une nuit, après le départ du dernier patient, il a dit la chose la plus longue qu'il lui ait jamais dite. Il y avait 3 personnes qui faisaient ça avant vous. La première vendait des médicaments à l'extérieur. La deuxième parlait à la presse. La troisième posait trop de questions. Harlow a retiré ses gants, les a jetés dans la poubelle et n'a pas demandé où se trouvaient ces 3 personnes maintenant. Gabriel a hoché la tête comme si le fait qu'elle n'ait pas demandé était la réponse dont il avait besoin. Il y avait une autre personne dans cette maison qui l'a remarqué, et cet homme n'a jamais frappé à sa porte. Il semblait avoir la fin de la 50aine, venait les soirs de réunion. Arrivait toujours seul et était toujours la dernière personne à entrer dans la salle à manger. Gabriel l'appelait Monsieur Corso. La première fois qu'Harlow l'a croisé dans le couloir principal, elle a incliné la tête poliment et a continué à marcher. Il n'a pas rendu le salut. Il s'est simplement arrêté et l'a regardé passer. Et elle pouvait sentir son regard sur sa nuque pendant le reste du couloir. C'est arrivé à nouveau la 2e fois, puis la 3e. Il ne lui avait jamais adressé un seul mot. Cette nuit-là, Harlow a écrit exactement une ligne dans la colonne des notes de son journal de bord en petite écriture. « Monsieur C. regarde trop longtemps. » Puis elle a fermé le livre et est allée se coucher. Et elle n'y a plus pensé, parce qu'elle avait appris il y a longtemps que certaines choses ne vous tenaient éveillé que plus vous y pensiez. Et le matin venait quand même, que vous ayez dormi ou non. Le demain, elle devrait encore se lever et travailler. Le docteur Adele Krauss a repris le cas d'Harlow dès que l'autorisation de paiement a été confirmée. Elle n'a pas demandé d'où venait l'argent. Elle a simplement rouvert les anciens scanners, a mesuré à nouveau l'amplitude de mouvement d'Harlow. Elle a programmé une consultation de 90 minutes, plus longue que tous les rendez-vous qu'ils avaient eus auparavant. « Je vais faire 3 choses dans la même chirurgie », a-t-elle dit. Libérer la bande de contracture à travers le pli axillaire. Libérer la contracture en flexion au coude. Et placer une greffe de peau pleine épaisseur sur le cou. Elle a expliqué chaque partie en termes cliniques, parce qu'elle savait que Harlow les comprenait. Et parce que depuis le début, elle avait promis de lui parler comme elle parlerait à une collègue. Puis elle a fermé le dossier et lui a donné le reste. Maintenant, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement cette partie. Et j'ai besoin que vous me répondiez avant de monter sur cette table, pas après. Harlow a hoché la tête. Cette chirurgie apportera une amélioration significative. Je m'attends à ce que l'abduction de votre épaule gauche augmente d'environ 20 degrés, après que vous ayez terminé 9 mois de rééducation. Le tissu de votre cou sera plus souple et vous pourrez tourner la tête plus loin vers la gauche.
La couleur et la texture devraient également s'améliorer. Elle a fait une pause. Mais cela ne vous ramènera pas là où vous étiez. Aucune chirurgie ne vous ramènera là où vous étiez. Si vous entrez dans cette salle d'opération en espérant vous réveiller et trouver la personne que vous étiez il y a 4 mois, vous sortirez d'ici avec un bon résultat chirurgical et le cœur brisé. Et j'ai vu cela arriver suffisamment de fois pour ne pas vouloir le voir se reproduire. Que voulez-vous que je dise? Je veux que vous me disiez que vous comprenez ce que vous êtes sur le point d'échanger contre 9 heures sur une table d'opération. Pas votre ancien visage. 20 degrés. Harlow est restée très immobile pendant un long moment. Elle avait lu suffisamment de dossiers médicaux dans sa vie pour savoir ce que 20 degrés signifiait sur le papier. Elle savait aussi ce que cela signifiait dans la vie d'une personne. Cela signifiait atteindre une boîte sur le dessus du réfrigérateur par elle-même. Cela signifiait mettre un manteau sans avoir à tordre son corps dans un détour maladroit. Cela signifiait porter un plateau d'instruments à 2 mains au lieu d'une. Aucune de ces choses n'apparaissait sur les photos. Chacune d'entre elles apparaissait chaque jour. « Je comprends », a-t-elle dit. « J'échange 9 heures contre 20 degrés. Je consens. » Krauss a écrit un seul mot dans le dossier et s'est levé. « Bien. J'aime les patients qui savent ce qu'ils achètent. » La chirurgie était prévue pour un mardi matin. Gabrielle l'a conduite à l'hôpital à 5h15. Aucun d'eux n'a dit quoi que ce soit dans la voiture. Hors admission, elle a rempli les formulaires de la main droite, a signé son nom, a remis sa nouvelle carte d'assurance. Et quand elle a atteint la case pour le contact d'urgence, son stylo s'est arrêté pendant environ 4 secondes. 4 mois plus tôt, cet espace contenait le nom de Trevor Beckett. Elle a écrit Jenna Whitaker, puis elle l'a barré et a ajouté un deuxième numéro de téléphone en dessous, le numéro qu'elle avait mémorisé de la carte blanche. L'infirmière des admissions a pris le formulaire, l'a parcouru du regard et n'a posé aucune question. La chirurgie a commencé à 7h20. Harlow a compté à rebours à partir de 10 et elle se souvenait être arrivée à 6. Elle s'est réveillée en salle de réveil, s'est rendormie, puis s'est réveillée une deuxième fois dans une autre chambre. Et cette fois, la lumière derrière la fenêtre avait pris la couleur de la fin d'après-midi. Son cou était immobilisé dans une minerve. Son bras gauche était maintenu en position d'abduction par une barre de support. Sa bouche était sèche. Elle est restée immobile un moment et a laissé son corps la rattraper, exactement comme elle l'avait toujours dit à ses propres patients de faire. Puis elle a déplacé ses yeux vers la droite parce que son cou ne tournait pas. Vincenzo était assis dans le coin de la pièce sur la chaise en plastique destinée aux membres de la famille, les 2 mains posées sur ses genoux. Il portait toujours le costume de la veille, la même chemise maintenant froissée au coude, avec le bouton supérieur du col défait. À côté du pied de la chaise se trouvait un gobelet en papier qui était vide depuis longtemps. Il ne s'est pas levé quand il l'a vu ouvrir les yeux. Il ne s'est pas approché du lit. Il s'est seulement redressé légèrement sur sa chaise. Le médecin a dit que c'était fait. Harlow a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Elle a essayé une deuxième fois. Quelle heure est-il? 16h40. 9h20. Elle a fermé les yeux et a fait le calcul. Et quand elle les a rouverts, le chiffre était toujours le même. Cet homme était assis sur cette chaise en plastique depuis avant 7h20 ce matin-là. Il ne tenait pas de téléphone. Personne n'était assis avec lui. Il n'y avait rien dans la pièce qui suggérait qu'il était sorti pour faire autre chose. Harlow a pensé à un après-midi 4 mois plus tôt, à une main tenant sa main droite, à un homme pleurant de vraies larmes et disant « Chaque rendez-vous, chaque chirurgie, peu importe le temps que ça prendra. » Elle avait cru cette phrase. Elle avait vécu de cette phrase pendant 4 mois. « Vous n'étiez pas obligé de rester », a-t-elle dit. « Je sais. » Il n'a rien dit de plus. Il n'a pas dit qu'il voulait rester. N'a pas dit qu'il lui devait quelque chose. N'a pas mentionné le contrat. N'a pas demandé si elle se sentait mieux. Il s'est simplement levé, a marché jusqu'à la porte, a dit à quelqu'un dans le couloir que la patiente était réveillée et avait besoin d'une infirmière. Puis est revenu s'asseoir sur la même chaise. Harlow est resté là, fixant le plafond. Trevor avait promis qu'il serait là et n'était pas venu. Cet homme n'avait rien promis du tout. Il était simplement resté assis là, pendant 9 heures. 3 semaines après la chirurgie, quand Harlow avait cessé de porter la minerve et commencé ses premiers exercices d'amplitude de mouvement. Vincenzo a frappé à la porte de sa salle de travail un soir.
Il portait un dossier d'environ 2 phalanges d'épaisseur et l'a posé sur la table d'intervention. « Asseyez-vous d'abord. » Elle s'est assise. Il a ouvert le dossier, l'a tourné vers elle, puis a reculé et s'est appuyé contre l'armoire à fournitures. Il n'a pas dit un autre mot pendant les 40 minutes suivantes. La première page était une copie de l'accord de prêt. Le prêteur était une société de financement légalement enregistrée en Illinois, avec Callum Ruane nommé comme représentant signataire. L'emprunteur était Trevor Beckett. Le montant était de 180 000 $ déboursés en 3 versements sur 5 mois. Harlow avait vu cette page dans le couloir de son ancien appartement. Mais cette fois-là, Ruane l'avait seulement tenue pour qu'elle la regarde pendant environ 10 secondes. Cette fois, elle avait le temps de lire. Elle a atteint le calendrier de remboursement et a vu qu'il s'arrêtait au 14e mois. Après cela, il y avait 11 mois vierges. La page suivante était un relevé du compte de Trevor pendant la même période. Il y avait des dépenses que Harlow reconnaissait. Il y en avait d'autres qu'elle ne reconnaissait pas, et elles étaient beaucoup plus importantes. Elle a vu les noms de 4 casinos à moins de 65 km de Chicago, apparaissant encore et encore sur 18 mois. Et elle a compris que ces affaires, qui étaient toujours sur le point de se conclure, n'avaient jamais été ce qui engloutissait l'argent de cet homme. La page suivante était une extraction de messages textes. Il y avait le tampon d'un cabinet de services juridiques dans un coin. Et une colonne listant clairement les dates et les heures en heure centrale. Harlow a lu de haut en bas. Les premiers messages étaient des rappels polis, des demandes de rencontres. Puis le ton a changé. Puis est venu un message surligné en jaune, envoyé à 22h21. Ed Harlow l'a lu 3 fois. Il était court. Il disait que c'était le dernier rappel. Il disait que s'il n'y avait pas de mouvement dans les 2 semaines, le prêteur transférerait le dossier au recouvrement d'actifs. Et il se terminait par une phrase écrite dans un langage que tout le monde pouvait comprendre. Disant que le service de recouvrement ne travaillait pas par lettres et qu'il devrait envisager la possibilité que sa propriété ne reste pas intacte. Sous ce message se trouvait une petite note ajoutée par le service d'extraction. Statut lu, heure de lecture 22h23 le même soir. Harlow a regardé la colonne des dates, puis elle a ouvert la page suivante, une copie du rapport d'enquête sur l'incendie, et a trouvé la date dans le coin supérieur droit. Elle a placé les 2 pages côte à côte sur la table d'intervention et a compté. 13 jours. Elle a compté à nouveau. Toujours 13. La pièce était très silencieuse. Quelque part dans le couloir, quelqu'un est passé et les pas se sont estompés. Harlow est restée assise à regarder ces 2 dates. Et il n'y avait aucune pensée dans sa tête, seulement une liste. La première nuit, elle avait travaillé. La deuxième nuit, elle était rentrée à 7h30 du matin, et il avait déjà fait du café. La 4e nuit, elle avait cuisiné des nouilles pour eux 2, et il avait mangé toute sa portion. La 7e nuit, elle avait demandé si quelque chose n'allait pas, parce qu'il avait l'air fatigué, et il avait dit que rien n'allait. La 9e nuit, il s'était allongé à côté d'elle et avait parlé d'aller quelque part en été. La 13e nuit, il était rentré tard, ivre, avait trébuché sur la chaise de la cuisine et lui avait dit qu'il dormirait dans la pièce au bout du couloir pour ne pas la déranger. 13 fois, il l'avait regardé entrer dans la chambre et fermer la porte. 13 fois, il avait su que ce message se trouvait dans son téléphone. Harlow n'a rien dit. Elle a tourné la page. Le document suivant était la déclaration de Trevor aux enquêteurs de l'incendie. Enregistrant qu'il ne connaissait pas la cause, qu'il n'avait de différends avec personne, qu'il n'avait reçu aucune menace. Au bas de la page se trouvait une case cochée à côté de la question, demandant si la personne faisant la déclaration connaissait une raison pour laquelle la propriété aurait pu être ciblée. La case marquée « Non » était cochée. Harlow a compris pourquoi. S'il disait la vérité, il devrait divulguer le prêt. S'il divulguait le prêt, il devrait divulguer 18 mois de jeu. Une fois qu'il aurait fait ça, l'assureur responsabilité du propriétaire n'aurait pas payé 1 centime. Parce que l'affaire serait passée d'un incident technique à un crime présumé. Et parce que les compagnies d'assurance cherchent toujours des moyens de ne pas payer. La dernière page du dossier était un ordre de virement bancaire. 240 000 $ du compte de Trevor Beckett à un compte professionnel. 3 pages plus tôt avait été clairement identifié comme contrôlé par Callum Ruane. Le virement avait été effectué 9 jours après le versement des fonds du règlement. Le solde restant sur le compte de Trevor, après la transaction,
était de 4 300 $. Harlow a fermé le dossier. Elle ne l'a pas claqué. Elle a simplement abaissé la couverture, a posé ses deux mains dessus et est restée immobile. Elle est restée ainsi, pendant très longtemps. Vincenzo n'a rien dit. Il n'a pas demandé si elle allait bien. Ne lui a pas dit qu'il était désolé. N'a pas offert une seule opinion sur l'homme dans ce dossier. Il est simplement resté où il était, appuyé contre l'armoire à fourniture, et a attendu. Finalement, Harlow a levé les yeux. Ses yeux étaient secs. Sa voix était si normale que même elle l'a trouvé étrange. « Laissez-moi emprunter ça. »« C'est à vous. Je veux l'adresse de son bureau. » Vincenzo l'a regardé pendant environ 2 secondes. Puis il a sorti son téléphone, a tapoté l'écran plusieurs fois et lui a lu l'adresse d'une voix égale, comme s'il lisait une ligne d'un annuaire. Le lendemain matin, Gabrielle l'a conduite dans le South Loop. Vincenzo l'a accompagnée jusqu'à la voiture et a dit exactement 2 phrases. « Gabrielle attendra dehors. Vous décidez quand vous voulez sortir. » Il n'a pas demandé ce qu'elle prévoyait de dire. Il ne lui a pas dit de ne rien faire. Il n'est pas allé avec elle. Le bureau était au 4e étage. Une rangée de bureaux bas, avec plusieurs petites pièces vitrées sur un côté. La réceptionniste a demandé si elle avait un rendez-vous, et Harlow a dit qu'elle était Harlow Bellamy. Elle a dit le nom d'une voix ordinaire, et l'a regardé traverser la pièce plus vite qu'un bon de rendez-vous n'aurait pu le faire. Trevor est sorti du bureau vitré au fond environ 40 secondes plus tard. Il ne l'a pas invitée à l'intérieur. Il a marché droit vers l'endroit où elle se tenait. Et la première chose qu'il a faite a été de regarder autour de lui pour voir si quelqu'un regardait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« On doit parler. Je travaille. Alors on parlera ici. » Il l'a emmenée dans une petite salle de conférence et a fermé la porte. Harlow a posé le dossier sur la table. Elle ne l'a pas ouvert. Elle a simplement posé une main dessus et l'a regardé. 180 000 $. Callum Ryan. Tu as arrêté de faire des paiements au 14e mois. Quelque chose autour de la bouche de Trevor a changé. Qui t'a donné ça? Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Ça en a beaucoup. Tu détiens des documents que les gens ordinaires ne peuvent pas obtenir. Harlow, avec qui t'impliques-tu? 240 000 $. 9 jours après que l'argent de l'assurance soit arrivé, transféré directement sur son compte. 4 300 restants. Tu ne comprends rien à tout ça. J'ai une facture d'hôpital de 31 200 $ chez une société de recouvrement à Schaumburg. Tu m'as dit que cet argent allait payer mes factures médicales. Tu m'as regardé droit dans les yeux et tu l'as dit. Trevor a commencé à faire les 100 pas. Il a dit qu'elle n'avait aucune idée de la pression qu'il subissait. Il a dit que le marché de l'immobilier s'était effondré 2 ans plus tôt et que personne dans ce bureau ne gagnait d'argent. Il a dit que le prêt était initialement destiné à sauver une affaire, qu'il avait prévu de le rembourser en 6 mois, que tout avait échappé à son contrôle à cause de circonstances indépendantes de sa volonté. Harlow l'a laissé finir. Puis elle a ouvert le dossier, est allée directement à la page marquée en jaune et l'a tournée vers lui. 22h21. Tu l'as lu à 22h23. Trevor a baissé les yeux sur la page. Il ne l'a pas ramassé. 13 jours plus tard, l'appartement a brûlé. Il a reculé d'un demi-pas. Tu ne peux pas parler comme ça. Je n'ai rien dit. J'ai seulement lu 2 dates. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Sa voix s'est brisée au milieu de la phrase. Et une fois que c'est arrivé, il n'a pas pu s'arrêter. Je ne leur ai pas dit de brûler quoi que ce soit. Tu m'entends? Je n'ai dit à personne de faire ça. Je pensais qu'ils bluffaient. Les gens envoient des messages comme ça tout le temps. Ils te menacent pour que tu paniques et que tu trouves l'argent. Personne ne va vraiment brûler un immeuble. La pièce est devenue silencieuse après ça. Trevor a entendu ses propres mots et la couleur a quitté son visage. Harlow n'a pas crié. Elle ne s'est pas levée. Elle est restée assise, les 2 mains posées sur le dossier, et lui a posé une question d'une voix ordinaire. 13 nuits. Chaque nuit, tu m'as regardé entrer dans la chambre et fermer la porte de cet appartement. Elle a fait une pause. À quoi pensais-tu? Trevor a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il a réessayé. Il a réussi à prononcer 2 mots. Je pensais, puis s'est arrêté. Et dans ce silence, Harlow a vu tout ce qu'elle avait besoin de voir. Il n'avait pas de réponse. Parce que pendant ces 13 nuits, il n'avait pensé à rien du tout. C'était la pire partie. Pas de calcul, pas de pensée pour elle. Elle s'est levée, a pris le dossier et s'est dirigée vers la porte. Harlow. Elle s'est arrêtée, une main sur la poignée. Qu'est-ce que tu vas faire de ces papiers? Elle l'a regardé une dernière fois. Je ne sais pas,
Mais j'ai remarqué que tu m'as demandé ça avant de me demander comment allait mon bras. Elle a ouvert la porte et est sortie. Sienna Marsh l'attendait dans le hall en bas. Elle se tenait à côté d'une colonne, son sac contre elle, et semblait être là depuis un bon moment. Quand Harlow est sorti de l'ascenseur, Sienna a avancé de 2 pas, puis s'est arrêtée. Et Harlow a vu ses yeux toucher le côté gauche de son visage, avant de se détourner rapidement. « Vous êtes Harlow? »« Oui, je suis Sienna. Je. » Elle a pris une inspiration. « J'ai vu votre nom sur un document dans sa mallette. Il était écrit « co-signataire ». Je lui ai posé des questions à ce sujet. Et il m'a dit que vous étiez une ancienne colocataire, que vous lui aviez demandé de signer pour vous à l'époque. Harlow n'a rien dit. Il m'a dit que votre appartement avait brûlé. Il a dit que vous n'aviez personne, alors il vous a aidé pendant quelques mois. Sienna a baissé les yeux vers le sol. C'est ce qui s'est passé? Non, a dit Harlow. Elle n'a pas expliqué davantage. Sienna est restée immobile pendant un long moment, et quand elle a finalement levé les yeux, ils étaient rouges. Je suis désolé. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment rien de tout ça. Harlow a regardé la jeune femme de 24 ans debout devant elle et a compris quelque chose très clairement. Cette femme n'était pas la personne qui lui avait pris quoi que ce soit. Elle était seulement la prochaine personne à qui on avait raconté une histoire. « Je ne suis pas en colère contre vous, » a dit Harlow. « Vous n'avez entendu que la version qu'il voulait que vous entendiez. » Les semaines qui ont suivi se sont installées dans un rythme auquel Harlow ne s'attendait pas à s'habituer. Elle allait à la kinésithérapie 4 fois par semaine. Et après chaque séance, elle mesurait à nouveau son amplitude de mouvement et la notait dans son journal de bord. Elle travaillait le soir. Elle dormait plus qu'avant. Vincenzo venait dans sa chambre 2 fois par semaine pour qu'elle puisse vérifier l'incision de la procédure de drainage, maintenant presque guérie. Et sauf pour les moments où elle devait poser ses mains sur son dos pour l'examiner, il ne la touchait jamais. Il ne se tenait jamais plus près que nécessaire. Quand elle a fait tomber un rouleau de ruban adhésif et s'est penchée pour le ramasser, il a attendu qu'elle le récupère au lieu de se pencher avec elle. Une fois, elle a dû atteindre une boîte de gaz sur une étagère haute, et il l'a remarqué. Il ne l'a pas descendue pour elle. Il a seulement demandé si elle voulait qu'il fasse abaisser cette étagère. Elle a dit oui. Le lendemain, l'étagère était à hauteur d'épaule. La 4e nuit de la 5e semaine, Harlow s'est réveillée vers 3 heures parce qu'elle sentait la fumée. Elle s'est redressée d'un bond dans son lit, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles, et a roulé sur le sol avec le même réflexe qui lui avait sauvé la vie 4 mois plus tôt. Il n'y avait pas de fumée, il n'y avait rien du tout. La pièce était sombre, les fenêtres fermées, le purificateur d'air bourdonnant régulièrement. Elle a rampé jusqu'à la porte et l'a ouverte parce qu'elle avait besoin de voir le couloir. Et elle s'est assise lourdement dans l'embrasure de la porte et a respiré. Elle n'a pas crié, elle n'a appelé personne. Mais 7 minutes plus tard, Vincenzo est apparu au fond du couloir. Il a marché vers elle, s'est arrêté à environ 3 pas de sa porte et s'est assis par terre, le dos contre le mur opposé. Il n'est pas entré. Il n'a pas demandé si elle allait bien. « Retourne te coucher. »« D'accord, » a-t-il dit. « D'accord. » Et il n'est pas parti. Harlow n'avait pas assez de force pour discuter. Elle est retournée à l'intérieur, a laissé la porte entr'ouverte et s'est allongée sur le sol, juste à l'intérieur du seuil, parce que c'était le seul endroit où elle pouvait supporter d'être. Elle ne savait pas quand elle s'est rendormie. Quand elle a ouvert les yeux, le matin était venu. Le couloir était vide, et sur le sol en face de sa porte se trouvait un gobelet en papier de café qui avait refroidi depuis longtemps, placé proprement contre la base du mur. Le mardi matin suivant, Gabriel a frappé à la porte de sa salle de travail avant 7 heures. Il a dit que M. Vicaro voulait la voir. Et il l'a dit sur un ton différent de tous ceux qu'il avait utilisés auparavant. Vincenzo était déjà assis dans le bureau du 2e étage. Sur le bureau se trouvait un nouveau dossier, plus mince que le dernier. Il ne l'a pas poussé vers elle tout de suite. « Je me suis trompé sur une chose », a-t-il dit. « Je pensais que Ruan avait pris la décision lui-même. Gabriel lui a donné le reste, parce que c'était la partie qu'il était allé chercher. Le prêt de Trevor Beckett n'était pas passé par les affaires ordinaires de Ruan. Il avait été apporté. Il y avait eu quelqu'un au milieu. Et cette personne était allée chercher Trevor en premier, pas l'inverse. Ils ont donné de l'argent à un homme qui perdait au jeu. L'ont donné facilement. Lui ont donné plus qu'il n'avait demandé à un taux d'intérêt que quiconque de sensé aurait su qu'il ne pourrait jamais rembourser. Ce n'était pas un prêt. C'était construire une corde.
la mettre autour du cou de quelqu'un et attendre. Puis Gabrielle a posé une feuille de date sur le bureau. Et Harlow l'a regardé et a vu que le premier versement avait été fait environ 3 mois après la nuit où elle avait mis 9 points de suture à un étranger dans une réserve. Qui? A-t-elle demandé. Vincenzo a pris un moment avant de répondre. Rocco Corso. Il a dit le nom une fois et ne l'a pas répété. 3 ans plus tôt, c'était lui qui avait arrangé ce qui s'était passé dans le parking. Il avait occupé un poste de conseiller dans la famille pendant 20 ans. Comprenait exactement où il se tiendrait si l'homme au sommet disparaissait, et avait cru que tout était terminé cette nuit-là. Vincenzo a disparu de Chicago pendant 10 mois par la suite, et quand il est revenu changé. Et Rocco a compris que quelque chose n'avait pas fonctionné comme prévu. Un homme blessé par balle sur le côté ne se recoupa lui-même avec 9 sutures de fil de 3-0. Quelqu'un devait être là. Et si quelqu'un avait été là, alors cette personne avait été à côté de Vincenzo pendant qu'il saignait, perdant et reprenant conscience, incapable de contrôler ce qu'il pourrait dire. Rocco a passé 3 ans à trouver cette personne, et finalement, il a trouvé une infirmière de nuit dans un hôpital public du côté sud de la ville. Il ne pouvait pas la toucher là-bas. Si une infirmière d'hôpital public mourait dans des circonstances suspectes, il y aurait un syndicat, des journalistes locaux, la police qui devrait ouvrir une enquête. Alors, il ne l'a pas touchée. Il est allé chercher l'homme qui vivait avec elle. Et il a prêté à cet homme 180 000 $. Puis il a attendu 14 mois. Puis il a serré la corde. Et quand Trevor Beckett n'a pas pu payer, brûler un appartement à Bridgeport à 3 heures du matin est devenu quelque chose que quiconque regardant la situation comprendrait d'une seule manière. La conséquence d'une dette. Personne n'irait chercher une autre raison. Personne ne demanderait pourquoi cet appartement en particulier. Harlow est restée assise là pendant un long moment. Elle a pensé au lit dans la chambre et aux 11 pas de là à la porte d'entrée. Et à la pièce au bout du couloir où Trevor avait dormi parce qu'il était ivre. S'il n'avait pas été ivre cette nuit-là, s'il avait dormi dans la chambre à côté d'elle, plus près de la sortie, alors elle n'aurait pas eu à retourner à l'intérieur. Et elle a compris que pendant 4 mois, elle s'était posé la mauvaise question. Pendant 4 mois, elle avait cru que son visage était le prix de l'amour de la mauvaise personne. Il s'est avéré que c'était le prix pour avoir sauvé un étranger à 2 heures du matin et ne jamais avoir demandé qui il était. Le prochain rendez-vous de suivi d'Harlow était un jeudi après-midi, à l'hôpital même où elle avait autrefois travaillé. Elle y est allée seule parce qu'elle avait dit à Gabrielle qu'elle voulait y aller seule, et parce que Gabrielle était le genre d'homme qui savait quand ne pas discuter. Elle s'est garée sur le parking des employés derrière les urgences. Le même endroit où elle s'était garée pendant 4 ans, parce que son badge fonctionnait toujours à la barrière. Au moment où elle est ressortie, la nuit était tombée et le parking était presque vide. Rocco Corso se tenait à côté de sa voiture. Il se tenait légèrement vers l'avant du véhicule, les mains vides. Et il ne s'est pas approché quand elle s'est approchée. Harlow s'est arrêté à environ 4 pas. Elle n'a rien dit. Il ne l'a pas salué non plus. Il a simplement mis la main dans son manteau, a sorti une enveloppe en papier brun et l'a posée sur le capot de sa voiture. Puis il a reculé d'un pas pour lui laisser de la place. Harlow a regardé l'enveloppe. Elle l'a regardée, lui, puis s'est avancée et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient des photographies. La première montrait Jenna Whittaker entrant par l'entrée des employés des urgences avec une tasse de café à la main, photographiée à environ 30 mètres de distance. La deuxième montrait Margot Kessler ouvrant la portière de sa voiture dans un parking résidentiel, avec le numéro de la maison visible derrière elle. La troisième montrait le docteur Adele Krauss, quittant l'entrée de son cabinet privé à Evanston avec un sac à main. L'heure d'étage dans le coin de la photo indiquait 19h12. Il y en avait 4 autres. Harlow ne les a pas toutes regardées. Elle a empilé les photographies, a reposé l'enveloppe sur le capot et a réalisé que sa main ne tremblait pas, bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi. « Que voulez-vous » Rocco a répondu de la voix d'un homme expliquant quelque chose de simple à quelqu'un qu'il considérait assez intelligent pour le comprendre. « Je veux que vous quittiez Chicago parce que je sais ce qui s'est passé il y a 3 ans. Vous ne savez rien. Ce n'est pas le problème. Il a montré l'enveloppe. Le problème, c'est lui. J'ai siégé aux côtés de cette famille pendant 20 ans. Je sais comment il pense et je sais ce qui le ruinera. » Il a fait une pause. « Vous quittez cette ville et tout le monde dans cette enveloppe reste en sécurité. Vous restez. Et tôt ou tard, il viendra un jour où il devra choisir entre vous et la famille.
Et il vous choisira. C'est là qu'il mourra, mademoiselle Bellamy. Et les gens diront que c'est arrivé parce qu'il était faible. Personne ne dira que c'est arrivé à cause de vous. Il a reboutonné son manteau. Je ne vous menace pas. Je vous dis le prix à payer pour rester. C'est vous qui faites le calcul, pas moi. Puis il s'est éloigné. Il ne s'est pas retourné une seule fois. Harlow est resté à côté de sa voiture dans ce parking pendant environ 10 minutes, à l'endroit exact où, 3 ans plus tôt, elle avait entendu une respiration dans l'obscurité et s'était tournée vers elle au lieu de continuer son chemin. Cette nuit-là, elle est retournée à Kenilworth, est allée directement dans sa chambre et s'est assise à la table. Elle a sorti le contrat et est allée à la clause 12, la clause qu'elle avait écrite elle-même au stylo et qu'ils avaient dactylographiée dans la version finale pour elle. Aucune raison requise, aucun préavis requis. Elle a signé la section de résiliation, a plié le document et l'a posé sur la table d'intervention à côté d'un inventaire complet, les décomptes de médicaments restants, et 3 pages de notes sur l'incision de Vincenzo et le calendrier de suivi que son remplaçant devrait connaître. Elle n'a pas écrit de lettre. Elle ne pouvait penser à aucune phrase qui n'aurait pas été un mensonge. Le lendemain matin, elle a appelé Jenna. À midi, elle était dans l'appartement que Jenna partageait avec 2 autres personnes à Pilsen, dormant sur un lit pliant dans le salon. En 9 jours, elle a postulé à 4 endroits et a reçu un appel. La clinique communautaire de Bridgeport, un organisme à but non lucratif qui fournissait des soins gratuits aux personnes sans assurance, avait besoin d'une infirmière 3 gardes par semaine pour un salaire 40% inférieur à ce qu'Harlow gagnait auparavant. Le travail consistait en des changements de pansement, des injections, des contrôles de tension artérielle, des dépistages de diabète, et expliquer aux gens ce que le papier que leur médecin venait de leur remettre signifiait réellement. Personne là-bas n'avait besoin qu'elle soulève un patient. La directrice a regardé le côté gauche du visage d'Harlow exactement 1 fois pendant l'entretien, puis a baissé les yeux sur le CV et a demandé si Harlow pouvait travailler le soir. Vincenzo l'a trouvé la 3e semaine. Il n'est pas venu à la clinique. Il a attendu dans le hall de l'immeuble de Jenna, debout devant les portes vitrées. Et quand Harlow est rentré du travail, il était déjà là. Il n'est pas entré. Vous avez résilié le contrat. Oui, cette clause était la vôtre. Je ne la conteste pas, a-t-il dit. Mais je veux en connaître la raison. Harlow est restée silencieuse. Elle avait préparé 3 réponses sur le chemin du retour. Et toutes les 3 étaient inoffensives. Elle voulait être indépendante. Elle sentait qu'elle était restée assez longtemps. Elle avait besoin d'une vie normale. Elle se tenait là, face à l'homme qui était resté assis 9 heures sur une chaise en plastique. Et elle ne pouvait pas se résoudre à en prononcer une seule. « J'ai mes raisons », a-t-elle dit. « Je ne peux pas vous les dire. » Vincenzo l'a regardé pendant un long moment. Puis il a dit la seule chose qu'il était venu dire. « Je n'ai pas besoin que vous me protégiez. » Il a fait une pause. « Mais j'ai besoin que vous me disiez la vérité. » C'est la seule différence entre lui et moi. Harlow ne lui a pas répondu ce soir-là. Mais 10 jours plus tard, une invitation est arrivée à la clinique, adressée directement à elle et envoyée par personne d'autre. C'était pour le 15e anniversaire commémoratif de la mort de M. Vicaro, qui se tiendrait dans une église de Kenilworth, suivi d'un rassemblement à la maison. Dans le coin inférieur, écrite à la main à l'encre bleue, se trouvait une courte ligne. « Mon fils ne sait pas que j'ai envoyé ça. Que vous veniez ou non, c'est à vous de décider. Signé Rosalind Vicaro. » Harlow y est allée. Elle ne savait pas pourquoi elle y allait. Et il lui faudrait beaucoup de temps avant de pouvoir répondre à cette question. Le rassemblement a eu lieu dans la grande salle de l'aile ouest, avec environ 60 personnes, la plupart debout en petits groupes. Harlow est restée près de la porte. Elle a vu Gabriel lui faire un signe de tête de l'autre côté de la pièce. Elle a aperçu Vincenzo 1 fois par-dessus l'épaule de quelqu'un d'autre, et il ne s'est pas approché d'elle. Rosalind est restée au milieu de la pièce pendant 1 heure entière, recevant un groupe d'invités après l'autre, le dos droit. Et elle ne s'est pas assise une seule fois. Vers 9 heures ce soir-là, Harlow l'a vue lever une main et toucher la zone au-dessus de son sternum. Juste 1 fois, très rapidement. Puis sa main est retombée. 3 minutes plus tard, elle l'a fait une 2e fois. Harlow a posé son verre d'eau et a commencé à se frayer un chemin à travers la foule. Elle n'avait pas atteint Rosalind quand la femme s'est effondrée. Elle ne s'est pas serré la poitrine. Elle n'a pas crié. Elle a simplement fléchi d'un côté et est tombée en avant.
Et les voix autour d'elle se sont brisées en un mur de bruit inutile. Quelqu'un est tombé à genoux et a appelé son nom. Quelqu'un a crié pour de l'eau. Quelqu'un d'autre a dit que personne ne devait la toucher. Harlow a dépassé 2 personnes et s'est agenouillé à côté d'elle. Et sa voix a traversé la pièce avec le volume que 4 ans aux urgences lui avaient appris à utiliser. « Je suis infirmière. Reculez. » Elle a basculé la tête de Rosalind en arrière, a soulevé son menton, a approché son oreille, tout en regardant la montée et la descente de la poitrine. Pas de respiration normale. Elle a placé 2 doigts contre l'artère carotide et a compté pendant 10 secondes. Pas de pouls. Elle a levé les yeux et a pointé directement l'homme le plus proche. « Vous, appelez le 911. Dites-leur arrêt cardiaque adulte. Compression thoracique en cours. Donnez-leur cette adresse. Quand vous aurez fini, dites-le-moi. » Elle a pointé une 2e personne. « Vous, allez au portail et attendez l'ambulance. Faites-les entrer par l'entrée principale. Allez-y maintenant. » Puis elle a pointé Gabriel. « Défibrillateur. Si cette maison en a un, allez le chercher. Si ce n'est pas le cas, ne perdez pas de temps à chercher. » Elle a empilé ses 2 mains sur la moitié inférieure du sternum de Rosalind et a commencé les compressions. Elle a puisé la force de ses hanches et de son épaule droite, en bloquant ses coudes. Et à la 15e compression, son épaule gauche a commencé à protester. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a compté à voix haute pour maintenir le rythme, a compté jusqu'à 30, a vérifié les voies respiratoires, puis a recommencé les compressions. 2 minutes, puis 4. Quelqu'un a proposé de prendre le relais, et elle a dit non, parce que changer de personne à ce moment-là risquait une interruption, et parce qu'elle était la seule personne dans la pièce qui savait exactement ce qu'elle faisait. À la 6e minute, la sueur coulait sur son menton et son bras gauche lui faisait si mal qu'elle ne sentait plus sa main. Et elle a continué à compter. Les ambulanciers sont arrivés à la 8e minute. Harlow a fait son rapport en 3 courtes phrases. L'heure de l'effondrement de Rosalind, l'heure du début des compressions, l'état des voies respiratoires. Puis a reculé et s'est assise lourdement sur le sol jusqu'à ce que quelqu'un l'aide à se relever. Rosalind Vaccaro a eu un stent posé cette nuit-là. Elle a repris connaissance vers midi le lendemain. Harlow est resté à l'hôpital toute la nuit, non pas dans la chambre, mais sur la rangée de chaises dans le couloir. Et elle est restée parce qu'elle ne trouvait aucune raison de partir. En début d'après-midi, une infirmière est sortie et l'a appelée. À l'intérieur de la chambre, il n'y avait que Rosalind et le moniteur. Elle a tourné la tête vers la porte quand Harlow est entré et l'a regardé. Elle a regardé directement le côté gauche du visage d'Harlow. Elle ne l'a pas survolé. Elle ne s'est pas arrêtée une demi-seconde pour ensuite laisser ses yeux tomber au sol. Elle l'a regardé et a maintenu son regard là assez longtemps pour mettre une personne ordinaire mal à l'aise. Puis elle a parlé, sa voix venant du tube respiratoire. « Je vous ai mal jugé. » Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas dit qu'elle s'était trompée sur tout, n'a pas retiré ce qu'elle avait dit sur les photos, n'a pas invité Harlow à retourner à la maison. Elle a seulement dit cette seule phrase, puis a fermé les yeux parce qu'elle était fatiguée. Harlow est resté là un peu plus longtemps. C'était la première fois en 4 mois que quelqu'un regardait sa cicatrice sans détourner le regard. Elle est retournée à Pilson à 4 heures cet après-midi-là, et à un feu rouge sur Ashland, une pensée lui est venue à l'esprit si soudainement qu'elle a failli manquer le feu vert, le carnet. 3 ans plus tôt, après cette garde de nuit, elle avait fait exactement ce qu'elle faisait toujours après chaque garde. Elle l'avait noté. Non pas dans le système de l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas de dossier patient. Dans le carnet privé qu'elle utilisait pour garder une trace des choses dont elle devait se souvenir. Date, heure, emplacement de la blessure, médicaments utilisés, nombre de sutures, taille de la suture. Et avant de quitter la réserve cette nuit-là, elle avait mis la balle dans un récipient à spécimens, l'avait étiqueté, avait écrit la date, et dans le champ de la source, avait écrit 2 mots, origine inconnue. Puis l'avait placé dans la boîte métallique verrouillée de son casier personnel, qu'elle avait ramenée à la maison avec ses affaires après l'incendie. Elle n'avait jamais ouvert cette boîte depuis. Harlow s'est assise dans la voiture sur le bord de la route et a réfléchi très attentivement, parce qu'elle comprenait exactement ce qu'elle avait et exactement ce qu'elle n'avait pas. Une balle qui avait passé 3 ans dans un casier personnel n'avait aucune chaîne de possession. Il n'y avait pas de procès-verbal de saisie, pas de scellé de preuves, personne qui avait signé pour elle. Aucun procureur ne pouvait la présenter à un jury. De plus, la fusillade avait eu lieu 3 ans plus tôt, et personne ne l'avait jamais signalée.
Elle ne pouvait condamner personne pour quoi que ce soit. Mais elle n'avait pas besoin de condamner qui que ce soit. Elle prouvait autre chose. Elle prouvait que cette nuit avait été réelle, prouvait qui était l'homme allongé là, et prouvait que 3 ans plus tard, l'homme qui avait ordonné ce qui s'était passé cette nuit-là avait une raison de brûler un appartement à Bridgeport. Harlow a appelé Vincenzo ce soir-là et lui a tout dit ce qu'elle avait retenu. L'enveloppe de photos dans le parking, ce que Rocco avait dit sur le jour où Vincenzo devrait choisir, et la vraie raison pour laquelle elle avait signé la clause 12. Puis elle lui a parlé du carnet et du récipient à spécimens dans son casier. 4 jours plus tard, le conseil de famille s'est réuni dans la salle à manger de l'aile ouest. 9 personnes assises autour de la table, et Rocco Corso était assis à la place qu'il occupait depuis 20 ans. Vincenzo n'a jamais élevé la voix. Il a posé chaque élément sur la table un par un. Le carnet déjà ouvert à la page datée de 3 ans plus tôt. Écrit de la main d'une infirmière avec l'heure, la taille de la suture, le nombre de points. Le récipient à spécimen étiqueté origine inconnue. L'accord de prêt de $180 000, portant les noms de Callum Ruan et Trevor Beckett. Ainsi qu'une chronologie montrant que le premier versement avait été fait 3 mois après la nuit dans le parking. Le message d'avertissement envoyé à 22h21 ce soir-là. Le rapport d'enquête sur l'incendie daté de 13 jours plus tard. Et l'ordre de virement de $240 000 sur un compte contrôlé par Ruan. Personne dans la pièce n'a rien dit. Rocco a essayé de parler quand Vincenzo a atteint la 4e page, et Vincenzo a levé une main, à peine une phalange, et Rocco s'est tu. Ce n'est que lorsque le dernier document a été posé sur la table que Vincenzo l'a regardé directement, et il a dit exactement 3 phrases. « Tu m'as fait tirer dessus. Je peux vivre avec ça. » Il a fait une pause. « Tu as brûlé la maison d'une infirmière parce qu'elle a osé me penser. Je ne peux pas vivre avec ça. » Le conseil a voté avant minuit. Rocco Corso a été déchu de tous ses rôles, coupé de tout intérêt financier. Et pas une des 9 personnes assises à cette table ne s'est avancée pour le défendre avec ne serait-ce qu'une phrase. Ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas passé dans cette pièce. Le lendemain matin, l'avocat de la famille a apporté le dossier complet au bureau du procureur des États-Unis à Chicago, ainsi qu'une déclaration de Gabriel Sartori et un compte-rendu signé d'Harlow. Le Bureau fédéral d'investigation a passé 7 mois à reconstituer l'opération. L'acte d'accusation final contenait 2 chefs d'accusation principaux. Incendie criminel ayant entraîné des lésions corporelles et usure organisée. Ainsi qu'une série d'accusations impliquant le blanchiment d'argent et la fraude à l'assurance. Callum Ruan a plaidé coupable en échange d'une peine réduite et a identifié l'homme qui lui avait apporté le prêt. Rocco Corso a été jugé et a plaidé non coupable. Il a perdu. Pendant ces 7 mois, Vincenzo a utilisé l'affaire elle-même pour accélérer quelque chose qu'il avait déjà commencé, éliminant les parties de l'organisation qui ne pouvaient pas survivre au grand jour, et déplaçant ce qui restait dans des entités juridiques légitimes. Il a dit au conseil qu'une organisation dont le conseiller pouvait brûler la maison d'une personne ordinaire juste pour garder son siège n'avait plus besoin d'ennemis. Personne ne l'a contredit. Le nom de Trevor Beckett est apparu dans l'acte d'accusation dans la section des antécédents. Identifié comme l'emprunteur et comme l'homme qui avait donné de fausses informations aux enquêteurs de l'incendie. Il n'a pas été inculpé au pénal, mais les dossiers sont devenus publics et Sienna Marsh les a lus. Elle a comparé les dates. Elle a comparé le jour où il lui avait serré la main dans l'appartement témoin du 9e étage, avec le jour où l'autre femme changeait encore ses pansements 2 fois par jour. Et elle a déménagé la même semaine. 3 semaines plus tard, Trevor est venu à la clinique communautaire de Bridgeport en plein après-midi, avec quelqu'un à côté de lui tenant un téléphone et enregistrant. Il y avait 11 patients dans la salle d'attente ce jour-là. Il s'est tenu au milieu de la pièce et s'est excusé bruyamment et longuement, disant qu'il avait été un lâche, disant qu'il avait eu peur, disant que cette femme lui avait sauvé la vie et qu'il l'avait abandonné. Puis il a demandé « Peux-tu dire à tout le monde que tu me pardonnes ?» Harlow changeait le pansement d'un homme âgé à la table numéro 2. Elle a fini de faire le dernier nœud, a retiré ses gants, les a jetés dans la poubelle. Et c'est seulement alors qu'elle s'est redressée. « Tu n'es pas venu ici à cause de moi », a-t-elle dit. « Tu es venu parce que personne ne croit plus ta version. » Elle a regardé le téléphone qui les enregistrait, puis est revenue à lui. « Je ne te pardonne pas. Je ne te déteste pas non plus.
Parce que te détester demande plus de force que je n'en ai à revendre. Maintenant pars. Il y a des gens ici qui attendent d'être vus. La vidéo a été publiée en ligne le lendemain, elle ne l'a pas sauvé. 14 mois plus tard, Arlo avait subi 3 autres chirurgies, portant le total à 4. L'abduction de son épaule gauche s'est arrêtée à environ 70 degrés et n'irait pas plus loin. Les cicatrices le long du côté gauche de son visage et de son cou étaient devenues plus douces, plus plates, leur couleur s'estompant avec chaque année qui passait. Et elles étaient toujours là, et elle n'utilisait rien pour les cacher. Elle était l'infirmière en chef de la clinique communautaire Bellamy Vaccaro, dans le sud de Chicago. Un établissement à but non lucratif, fournissant des soins médicaux gratuits aux personnes sans assurance. Financé par une fondation légitime, établie par la famille Vaccaro après l'affaire. Beaucoup de patients qui franchissaient ses portes étaient des gens qui avaient autrefois été poussés entre les mains d'hommes comme Callum Ruan. Vincenzo lui a demandé sa main un soir de septembre dans le jardin derrière la clinique, après la fermeture. Il ne lui a pas dit qu'il l'avait sauvé. « Je ne t'ai pas sauvé », a-t-il dit. « Tu es retourné dans un bâtiment en feu avant même de savoir que j'existais. Tu es retourné au travail alors que tu avais peur que les gens te regardent. J'ai seulement eu la chance d'être là pour le voir. » Le mariage fut modeste, célébré dans le jardin avec une quarantaine d'invités. Jenna Whittaker se tenait à ses côtés. Margot Kessler et le docteur Adel Kraz étaient assises à la même table. Gabriel Sartori gardait la porte comme il l'avait toujours fait. Rosalind Vaccaro était assise au premier rang, le dos droit, et elle n'a pas détourné le regard une seule fois. Aucune photo n'a été retouchée. L'histoire d'Arlo nous laisse avec quelques vérités très simples. La gentillesse n'est pas seule. Et quiconque transforme l'aide qu'il a reçue en un fardeau dont il doit fuir n'a jamais vraiment aimé personne. La valeur d'une personne ne se trouve pas dans le visage qu'elle porte à travers le monde, mais dans ce qu'elle choisit de faire quand personne ne la force à faire quoi que ce soit. Être abandonné ne prouve pas que nous sommes indignes. Cela prouve seulement que la personne qui nous a abandonnés n'était capable d'aimer que les parties qui étaient faciles à aimer. Et parfois, respecter un autre être humain est aussi simple que de le regarder directement, sans détourner le visage. Si cette histoire vous a touché, veuillez vous abonner à notre chaîne, laisser un j'aime et partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez, afin que nous puissions continuer à écouter ensemble d'autres histoires captivantes chaque jour. Comment l'histoire d'Arlo vous a-t-elle touché? Et y voyez-vous un reflet quelque part dans la vie qui vous entoure? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous voulons vraiment connaître les sentiments qui viennent du plus profond de vos cœurs. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix pour chaque jour à venir. Au revoir pour l'instant, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.